Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans 6388, votre podcast qui fait le tour de la création de jeux de rôle et de société, oui, pour dire ça comme ça. Je suis Zéphiriel et pour présenter cette magnifique édition, bien sûr, je suis accompagné du sémillant Théo Rivière. Bonjour. Salut Zéphiriel, comment tu vas? Je vais bien. Je suis un peu stressé aujourd'hui. La situation globale de l'enregistrement n'est pas du tout la même. Je ne suis plus habitué à ça et je suis dans une situation avec des personnes autour de moi qui sont un peu... Voilà, qui ont un statut par rapport à moi, donc je me sens pas très très à l'aise. Bon, on va se détendre petit à petit, ça va être une belle émission, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on enregistre en se voyant dans la même pièce avec des micros. C'est vrai, tu vas me faire voir plein de gestes, tu vas me voir faire plein de gestes avec mes bras quand je fais ça normalement. Dis-moi, pourquoi je suis dans cet état de stress, hormis le fait qu'on soit en studio tous les deux? Parce qu'aujourd'hui on a un invité que tu as décrit toi-même comme étant l'un de tes héros d'adolescence, ce qui est quand même pas mal. C'est vrai. MacGyver. Ça aurait pu. Auteur de jeux de rôle, de jeux de société, développeur et éditeur, j'ai l'honneur, le privilège, l'immense bonheur de recevoir Croc à ce micro. Bonjour. C'est gentil. Alors pas éditeur, parce que je suis pas le patron ni de Space Cowboy ni d'Asmodée, donc développeur et créateur, ça suffit. C'est déjà pas mal. Si, éditeur il y a hyper longtemps, quoi. Mais tu l'as fait. 89, quoi. Ouais, quand même. Donc ça reste, en plus, dans les premiers temps d'édition de jeux en France, ça reste quand même un gros truc, quoi. Je crois que c'est comme président, une fois que t'as le titre, c'est... C'est ad vitam. Ok, du coup, voilà, le thème de l'émission, ça va être de parler un peu de toi, ton parcours, ta vision de la création aussi bien de jeux de rôle que de jeux de société en général. Et puis voilà, on va commencer tout simplement par te présenter toi et ton parcours. Alors Théo, c'est toi qui as tout fait, conducteur, t'as tout géré. Donc à la limite, je peux te laisser même le début de la parole. Vas-y, lance le truc, ce sera beaucoup plus simple. Mais c'était assez rigolo parce que du coup, je me suis penché sur nos ressources habituelles qui n'ont pas été les mêmes que d'habitude cette fois. Parce que j'ai commencé par regarder ta fiche BGG, ce qu'il y avait sur toi un peu sur le net. Et puis forcément, à un moment, j'ai fini par aller plutôt sur le grog et lire des choses sur d'autres articles. Moi, je te connais pour le jeu de société, mais c'est vrai qu'on te connaît quand même plus pour le jeu de rôle au départ. Pour ceux qui sont encore vivants. Pour ceux qui sont encore vivants. Effectivement, parce que je peux le dire comme première chose, ton premier JDR édité, on va y revenir, mais auto-édité, c'est Bitume. Ouais. Si je dis pas de bêtises, en 86. Oui. Effectivement, je n'étais pas né. J'avais 5 ans. Et donc 86, je me projette assez mal sur ce qu'est le jeu de rôle à ce moment-là en France, mais tu vas pouvoir nous raconter tout ça. Mais d'abord, qu'est-ce qui t'a poussé toi vers la création? Qu'est-ce qui t'a amené à bosser sur Bitume? Est-ce que c'était dans les premiers jeux sur lesquels tu travaillais? Est-ce que t'avais déjà fait des esquisses, des protos de JDR qui seraient pas allés au bout? Comment est-ce que ça s'est passé? Non, alors c'est simple, c'est que le jeu de rôle ayant ruiné ma scolarité totalement, parce qu'à partir de la 4e, j'ai arrêté de travailler complètement pour me consacrer uniquement au jeu de rôle. Donc je me suis retrouvé en BEP d'électronique, ce qui est pas non plus avec quand même une spécialisation dépanneur télé. Donc quand même bon. Et puis le jour où les télés elles sont passées en juste une carte vidéo et puis rien à réparer, je me suis retrouvé au chômage et je me suis dit je suis resté à peine 6 mois au chômage, un truc comme ça. Je me suis dit faut que le jeu de rôle me rembourse tout ce qui m'a pris. Donc mes parents m'ont aidé. Ma grand-mère, mon oncle m'ont donné un tout petit peu d'argent et puis j'ai fait mon premier jeu de rôle, Bitume. Donc d'abord j'ai été voir tous les éditeurs, ils m'ont tous dit que c'était de la merde et que ça marchera jamais. T'avais pas avoir beaucoup d'éditeurs quand même à l'époque. Il y avait quand même Oriflamme, Jeux des cartes, Jeux actuels. Sarelli, c'était quoi? Je sais plus. Hexagonal, ça existait peut-être, je sais pas. Bon, bref. Bon, ils ont tous. Alors, la plupart m'ont répondu. La plupart m'ont dit que c'était de la merde. Donc, je l'ai fait tout seul. Et puis, ça a marchouillé un petit peu, quoi, on va dire. Mais j'avais vraiment pas la bosse du commerce, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc j'arrivais à en vendre, mais les magasins me payaient pas, ou ils me payaient mal, ou c'était un peu catastrophique. Et donc c'est quand j'ai rencontré Marc Nunes déjà. Donc quelque chose du genre. Alors on était dans le même club de jeux de rôle, mais aux alentours de 89, on s'est dit qu'on allait faire un truc ensemble.
Et puis lui, par contre, la bosse du commerce, il l'avait, hein, on a vu ce que ça a donné. Et donc c'est là où ça a commencé à marcher un petit peu mieux, et surtout avec la sortie de Dinomis Satanis, où là il y a eu un vrai succès, et des vraies ventes qui permettaient de payer des salaires, tout ça, quoi. Ok, mais Bitume, quand tu l'as créé, quand tu l'as pensé, en fait, qu'est-ce qui t'a poussé vers ce monde un peu... c'était... Mad Max 2, Mad Clairement, Max ouais. d'abord, Mad Max 2 après. Ouais, pratiquement. Une nouvelle de Zelazny qui s'appelle Damnation Alley, ou avec des espèces de bagnoles vivantes. Et puis, en effet, l'imagerie punk et metal de ces années-là. Et puis voilà, puis en particulier Mad Max 2, et puis avant pour le jeu Car Wars aussi, bien que Car Wars c'était quand même plus high-tech et puis c'était purement jeu de plateau, et je voulais avoir un truc qui était un peu plus jeu de rôle, donc voilà, c'était un melting pot de tout ça, quoi. D'accord. Et toi, à ce moment-là, sur l'édition, tu t'occupes de tout? T'as recruté les artistes, t'as fait Je illustrer, tu m'occupe de... distribues. Ah bah, recruter des artistes, t'as vu la gueule des produits au début? Faut pas dire du mal, parce que il y a certains des dessins qui sont de mon papa, qui est décédé depuis, on va le remercier, mais c'est vrai que c'était quand même pas très joli. Il y avait aussi, des potes qui dessinaient, la couve du premier Bitume. J'ai fait un tirage papier, c'est moi qui coloriais l'intérieur, donc pour te dire comment c'est moche. C'était des photocopies, mais c'était agrafé par mon père qui s'était fabriqué une machine. Et il mettait 4 agrafes, il mettait un morceau de scotch, genre de gaffeur, quoi. Et puis après, on le mettait ça dans une pochette. Voilà, et c'est ma mère qui faisait la compta, et voilà, quoi. C'était. D'ailleurs, la compta, c'était. Vraiment au niveau minimum, c'est-à-dire que la première commande que j'ai eue, c'est Love Cube qui me l'a prise. Je savais même pas ce que c'était qu'une facture, c'est-à-dire que moi je dis au mec, bah voilà, tiens, je te donne 10 jeux, tu me donnes 50 balles. Il dit, bah, je te donne pas 50 balles, bah pourquoi tu me donnes pas 50 balles? Mais il me faut une facture. Il m'a dit, une quoi? Et donc j'ai été acheter en face, il y avait à l'époque une papeterie, j'ai acheté un facturier, et puis je lui dis, bah ouais, et alors? Et donc, je l'ai toujours, le facturier, c'est lui de sa main qui a écrit la première facture. Parce que je savais même pas ce qu'il fallait écrire. Et quand j'ai été à Jeu des cartes après, je regardais la page d'avant pour voir ce que l'autre avait mis, tu vois, parce que je n'y connaissais rien. Donc voilà, donc ça a commencé vraiment, c'était le niveau 0-0. Hein. Et donc sur la gestion de... Je mets des guillemets qu'on voit pas parce qu'on a l'audio, mais de la production, c'était de l'imprimer, c'est toi qui disais, bah là on en fait 40 aujourd'hui parce que... Non, on avait fait quand même un tirage assez important au début dans un truc de photocopie qu'on payait, tu sais, donc tu payais X exemplaires. Et quand ça a commencé à marcher un peu plus, j'ai trouvé un éditeur qui m'avait fait des prix géniaux, mais seulement si j'imprimais la nuit. Donc, quand tout le monde se barrait à 18h, j'arrivais... J'imprimais avec un mec qui était resté là pour m'aider toute la nuit, et quand les mecs arrivaient le matin, je partais, j'allais me coucher, puis je revenais le lendemain pour essayer de tirer les prix au minimum, parce qu'évidemment, j'avais pas trop les moyens. Ouais. Fou. Avant la sortie Bitume, en termes de mécanique et de création, en fait, ça t'est venu comment? T'as fait beaucoup de tentatives, t'as eu des bêta-testeurs, c'était les potes de l'époque. On va dire, oui. Ça s'appelait bêta-testeurs, c'est juste des joueurs, quoi. Déjà à l'époque, j'en avais pas grand-chose à foutre de leur avis, en fait. Hein, parce que ma devise, quand même, dans la création, c'est on est des bergers, pas des moutons. Hein. Donc moi, l'avis des gens, je m'en fous. Si leur avis devait être important, il sera à ma place. Hein. Donc toute proportion gardée. C'est-à-dire que l'avis des non-professionnels, je m'en fous pour une raison simple, c'est que généralement ils sont contents. Parce que quand tu fais tester un jeu avec quelqu'un, bah pour lui c'est un peu les vacances, c'est cool, d'habitude il doit lire des règles du jeu, là tu les lui expliques, donc à la fin il est content, donc en fait son avis c'est de la merde. On a l'opposé complet de ce que non, entend maintenant. Il n'y a pas de souci, hein, mais et donc j'avais commencé à jouer aux alentours de les années 80, peut-être un peu avant. Ma découverte des jeux modernes, entre guillemets, c'était à cause de Igor et Grishka Bogdanov qui avaient fait un truc à temps X sur Krallen Prumny, un jeu International Team. J'avais vu ça m'avait semblé super. Après, mais j'avais pas trouvé de magasin pour acheter. Et puis, un jour, j'ai trouvé Jeu Stratégie numéro 1 qui m'a permis de voir qu'il y avait d'autres jeux qui existaient, des wargames, des jeux de rôle, tout ça. Et un jour, il y avait à Parly 2, donc à côté de Versailles, il y avait un stand éphémère de jeux des cartes, un pop-up au printemps.
Probable. Et là, j'ai trouvé mon premier jeu, donc c'était Napoléon Austerlitz de Jean-Pierre Desfieux, donc un truc dans un sachet. Et puis au dos, il y avait marqué jeu des cartes, il y avait l'adresse. Donc après, j'étais au magasin. Et puis bah là, voilà, j'ai perdu toute ma vie et puis mon portefeuille, quoi. Enfin, toutes mes économies, quoi, ça c'est sûr. Classique. Et puis voilà, donc ça c'était les années 80, donc là j'ai commencé à jouer au jeu de rôle à fond. Et puis voilà, aux alentours de 85, j'ai eu envie de faire mon métier, j'y croyais, donc voilà. Là, on parlait effectivement de Bitume que tu as auto-édité pour Animonde. Ça s'est passé de la même façon? Ça a été une autre expérience? Non, pareil. Ouais. Pareil. Pendant ce temps-là, j'avais quand même rencontré quelques dessinateurs, quelques artistes, quelques personnes qui travaillaient avec moi. Ouais. Et donc, c'était un tout petit peu plus professionnel. Et surtout, le truc rigolo, c'était la couverture de Mézières. Et là, c'était un kiff de mon père qui était fan de Valérian à l'époque. Et il m'a dit, ouais, pourquoi tu ne demanderais pas une couverture? Je lui ai dit, bah, c'est impossible, hein. Puis j'aurais pas l'argent. Il me dit, bah, de toute façon, comme t'auras pas les moyens de la payer, soit ce sera gratuit, soit il te dira non, quoi. Parce que t'es pas con. C'est malin. Et alors donc. Très pragmatique. Hein. Et donc, oui, mais on le trouve, le gars. Donc on regarde dans l'annuaire, il y avait 3 Mézières. Enfin, 3 Jean-Pierre Mézières. Ou 2, peut-être. On a un appel, les 2 premiers, c'était pas ça. Donc le 3e, bon, plutôt que de l'appeler, on va y aller. Donc je me suis pointé en bas de son immeuble. J'ai attendu. Il y avait un code, donc j'avais pas le code. J'ai attendu. À un moment, il est parti faire ses courses. Je dis, bah, bonjour, je voudrais une couverture gratuite. Il me dit, bah, je vais voir ce que je peux faire. Donc, et puis, il avait un énorme truc plein de dessins. Il me dit, bah, il y a ça, c'est que des refs et des machins que j'utilise pas. La couverture d'Animonde, c'est un ref pour un dessin animé qui a jamais eu lieu. C'était des dessins de préparation pour le dessin animé. Il m'a dit, ça sert à rien. Ça m'a déjà été payé, donc ça vaut rien. Je te prête l'original, mais alors, si t'étais gentil, tu mettrais mon nom dans le jeu. Je fais, ouais, je vais le faire, je pense. Je sais pas pourquoi, je pense que ça peut avoir une petite valeur. Et donc, il me dit, ouais, puis regarde, je fais le prochain Valérian, tout ça. Je lui dis, bah ouais, je m'en fous un peu, c'est mon père surtout. Il me dit, bah, alors, quand tu me ramèneras le dessin, tu diras de venir avec ton père. Et donc, j'ai utilisé le dessin, et j'ai dit à mon père, bah, vas-y tout seul, ça sera plus facile. Et il restait toute une après-midi avec lui, ils ont discuté de BD et tout ça. Et donc, c'était super cool, quoi. Et donc, ce mec-là est super cool. Je crois qu'il est décédé depuis, je pense. Je sais pas. Je sais pas non plus. En tout cas, il dessine plus trop. Mais c'est assez incroyable. Oh, il est sûrement mort quand il a vu le film de Besson, je pense. Alors, je dis ça, je hurle avec les loups, alors que moi, je peux pas tant détester que ça. Mais bon, voilà. C'est ce qui se dit, quand même. Voilà. C'était pas le pire moment de ma vie. Voilà. J'ai pas vu le film, j'ai pas voulu, mais ok. Ok. On avance en 88. Là, tu rejoins le pré-futur Asmodée chez Jeux Rose. Ouais. Donc, tu nous as parlé de INSMV qui a vraiment commencé à fonctionner là-bas. Comment t'es venu déjà l'idée de INSMV? Alors ça, l'idée, je sais pas tellement. Non, franchement, je sais pas. Je sais que le jeu, on l'a écrit avec mon pote Zlika en un week-end. D'accord. Quand tu dis écrit, c'est quoi? C'est création du monde, univers mécanique, tout ça? Tout, ou tout en fait. Hein. Et à des moments, on était fatigués. Donc, quand j'avais fini d'écrire, j'allais le réveiller. Je me couchais, il écrivait la suite. Donc autant dire que, et puis regardez où est-ce qu'on en était. Tiens, il y a ça, tac, 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 tac. Donc c'est pour ça que, par exemple, les noms des archanges, c'est tous des noms de potes à nous, parce que comme on n'avait aucune idée, bah voilà, ça correspond qu'à des gens qu'on connaissait, voilà. Qui avait le caractère qui matchait ou juste du hasard? Ouais, non, plutôt le caractère qui matchait, ouais, bien sûr. Et puis pour les démons, ça venait d'un jeu de rôle de SPI qui s'appelait Dragon Quest, où il y avait vraiment un truc de démonologie très étendu, et donc tous les noms de démons viennent de ce jeu-là. Oui, c'est un nom assez connu aujourd'hui finalement, qui reste assez c'est tous des noms qui existent quand même, mais qui n'étaient pas trop connus à l'époque, quoi. D'accord. Et après, alors ça c'est une blague sur le... Alors c'est une blague, non. On a fait le D666 dans cette nuit-là, le background, le machin, les anges et démons. À l'époque, il n'y avait pas vraiment le grand jeu, parce que faut voir que la première édition d'Innominé, c'était quand même très 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 basique. Et après, c'est Jeuran qui ont étendu le truc, qui l'ont rendu un peu structuré, qui eux étaient fans de Neil Gaiman et tous ces machins-là. Ok, j'allais dire qu'on intellectualisé un peu le truc. Ouais, ça partait tellement bas que oui, ils l'ont intellectualisé un peu, mais c'était pas des films quand même, quoi. C'était, on était pas. Ça restait quand même
assez brute dans le traité, quoi. Ce qui reste quand même assez toi dans l'idée. Hein, genre, Ouais, bien sûr, du truc, hein. bien sûr. Ok, tu nous as dit que tu avais rencontré Marc Nunes avant, qui était plus ou moins un pote. Du coup, c'est l'auto-édition était pas du tout une direction que tu voulais prendre avec, ou c'est venu entre... Moi, j'avais aucune... je savais pas où j'allais. Enfin, j'avais aucun... Je voulais juste en faire mon métier. Mais évidemment, je sais pas, est-ce que je pensais que je réussirais? Je sais pas, je me posais pas la question, donc... Mais c'est venu après avoir rejoint Cyros Game, ou pas du tout? C'était... Si, le truc, c'est que... Non, avant, ça marchotait un peu, quoi. Mais je voyais bien que de toute façon, c'était extrêmement limité. Par exemple, typiquement, dans les villes où j'avais été faire des salons ou des conventions, où j'allais dans les clubs, tout ça, le jeu, il se vendait. Dans toutes les villes où j'étais jamais passé, il se vendait pas. Parce que c'était quand même un peu... les gens, ils achetaient un peu le personnage avec. Enfin, voilà, de se dire, on fait partie de l'aventure, on aide le gars. je sais. Et donc, quand ils me connaissaient pas, ça marchait quand même vraiment moins bien. Et à un moment, il a fallu être un petit peu plus professionnel. Et de leur côté, les gars de Cyros, donc Eric Bouchot et Nicolas Terry, qui ont fait Zone, eux, ils avaient... Déjà, ils avaient fait des études, hein, simplement. Hein. Moi, j'avais rien fait, donc eux, ils avaient quand même un sens un peu de l'économie, du business et tout ça, quoi. D'accord. Et puis Marc, dont c'était le métier, oui, évidemment, lui, il s'y entendait, parce que de toute façon, en jeu, pour lui, c'était qu'un loisir, quoi. Ok. Pardon, j'essaie de donner la parole à Théo pour que tu reprennes. Non, t'inquiète, non, j'écoute, moi. Je suis souvent dans cette position comme ça fait. Ouais. Un bien meilleur intervieweur que moi, j'écoute souvent, moi, j'aime bien. Un bien meilleur, on est dur. Donc, le style de INS qui était quand même assez brut et cru, hein, comme tu le disais, ça a été un frein pour l'édition en tant que telle, pour faire accepter. Alors à l'époque, c'était peut-être plus facile. Du tout. C'en était presque vexant quand les intégristes américains tapaient sur Donjon Dragon et tout ça. Et moi, rien. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'encule le pape? Je sais pas. Je ne sais pas. Donc voilà. Dans les dernières éditions, il y a le patte à 4 pattes là en SM avec le cul à l'air, mais rien. Personne. C'est peut-être trop satirique en fait pour que ce soit. Ouais, alors attention. Alors quand même à l'époque, il y avait eu la grenade dans le cinéma pour la dernière tentation du Christ à Saint-Michel. Hein. Enfin, faut pas oublier qu'il y avait avant les attentats islamistes, il y avait eu des attentats faits par les chrétiens. C'est tous les mêmes merdes, tout ça. Et donc voilà. Mais non, rien. Il y avait de l'humour. Donc comme il y avait de l'humour, je pense que ça passait, quoi. Ouais, clairement. Ouais. Après, c'est vrai que les années fin 80, début 90 dans le JDR. Alors moi, je suis arrivé dans le JDR début 90, grosso modo. C'est là où j'ai vraiment commencé à jouer. Mais je me rends pas compte en fait de l'ambiance qu'il y avait autour des jeux. C'était quand même une grosse niche. T'avais quand même, j'imagine, en tout cas. C'est pas un truc qui se vendait facilement, quoi. C'était pas un truc qui se vendait facilement. Et puis ça a été entièrement exécuté d'une balle dans la tête par Magic 3 ans après. Bien sûr. Donc là, de toute façon, ça s'est grandement arrêté. Pour donner un ordre d'idée, avant Magic, la sortie de Bloodlust, on en a vendu 5000 en une journée. Ce qui est pas déconnant, quoi. Enfin, c'était quand même... Là, maintenant, c'est des scores qui peuvent être faits, je pense, par Donjon Dragon, par Cthulhu, par des trucs dans ce genre-là. Mais pas grand-chose d'autre. Bien sûr. Et puis alors après, dès que Magic est passé, là, on s'est fait piétiner, et puis voilà, quoi. C'est fou, la machine Magic. On va en parler un peu après, mais ouais, c'est fou cette machine qui a jamais arrêté. Ok. Donc ensuite du JDR encore, on arrive en 2003, Cops qui sort. Pareil, l'idée te vient d'où? Des séries américaines? Non, pas du tout. Alors non. L'idée c'est que on voulait refaire Berlin 18, un jeu de Cyros. Et le problème, c'est qu'on avait plutôt beaucoup de mal à mettre d'accord Eric Bouchot et Laurent Tremel, qui étaient les auteurs du jeu. D'ailleurs, je sais que le jeu est ressorti. Je ne comprends pas comment ils ont eu les autorisations des gars. Je sais pas. Mais bon, en tout cas, nous, comme il y avait un peu un passif, tout ça, Eric Bouchot avait été écarté de Cyros, c'était compliqué, donc voilà. Donc on pouvait pas reprendre Berlin 18. Donc on a voulu refaire un truc de police. Moi et Geoff, donc Geoffrey Picard, on était
très très grand fan de séries télé policières plutôt dures, genre New York Unité Spéciale et des choses dans ce genre-là. Ouais, Et puis on était aussi très fan de criminalité en général, de faits divers réels. Donc, et puis on s'est dit quand même qu'on allait mettre tout ça au soleil pour que ce soit un peu moins craignos, quoi. Puis voilà, ça a fait Cops. Mais Cops, j'y ai été dans le jeu de base, dans le premier supplément, je crois. Et après, c'est quand même Geoff qui a vraiment créé une équipe. Mais c'est à une époque où le jeu de rôle, ça devenait vraiment extrêmement difficile de faire un jeu parce qu'il fallait une quantité de texte énorme, donc il fallait faire des équipes, il fallait faire des trucs, et c'est vrai que ça c'était pas trop mon trip, quoi. Ouais, il y a eu un basculement. Enfin, je me souviens que quand à l'époque enfin pas spécifiquement Cops, mais à cette époque-là, je baignais vraiment dans le JDR, et il y a eu un basculement dans toute la gamme générale du jeu de rôle, effectivement, où il fallait beaucoup de bouquins pour pouvoir jouer, des trucs bien ficelés. Il fallait pas, enfin, on n'était plus, on venait passer un cap, en fait. Enfin, clairement, économiquement et au niveau produit même, il fallait avoir quelque chose de solide. Mais c'est fou parce que, enfin, j'ai pas d'exemple en tête, mais je me souviens pas avoir eu de mauvaises déconvenues sur même des petits jeux qui pouvaient sortir à l'époque. Mais je trouve qu'on retrouvait une période un peu faste du jeu de rôle qui reprenait en fait le côté mainstream, un peu de mainstream. Pour que Asmodée refasse du jeu de rôle à cette époque-là, c'est que ça se vendait. Hein, oui, bien sûr. Bien sûr. On n'est pas Mère Teresa, donc on va pas se cacher. Ce qui fait une assez belle transition le jeu de rôle, ça se revend pas mal. Il y a quand même plutôt un essor en ce moment. J'ai l'impression qu'en tout cas, il y a pas mal. Alors non, il y a la différence. Il y a Donjons Dragons et Cthulhu et le reste. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a plus de livres qui sortent aujourd'hui. Il y a quand même un espèce, pas de boom, c'est pas le bon mot, mais je sais pas, de petites vibrations en France en tout cas. Après, moi, je voudrais avoir des chiffres de vente, parce que les vibrations. Oui. En fait, je pense qu'il y a alors, je vais parler sur les 2-3 dernières années, il y a beaucoup de participatifs, en fait, qui boostent les ventes. Alors, je sais pas si les jeux sont très joués, je sais pas s'ils sont bien fignolés, s'il y a vraiment une team derrière qui continue à moi, j'ai vu deux trucs mais... récemment, Capitaine Vaudou et Worm. Les deux trucs, c'est du travail extrêmement précis, détaillé, de qualité. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein, donc, mais là, je vois sur les derniers trucs, il y a le nouveau Cult qui va sortir, il y a le Metro 2033 qui va sortir aussi. Il y a quand même des gros trucs qui sont des grosses licences qui vont revenir sur le devant de la scène et qui sont, je pense, assez bien produits. Et je suis assez étonné. Enfin, du coup, pour le côté vente, est-ce que c'est bien? Alors, je sais pas si c'est parce que je suis dans la communauté, entre guillemets, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses, mais j'ai l'impression que ça devient très mainstream, dans le sens c'est très ouvert aux gens, et il y a tout le côté en plus Free League qui fait un masse de licences. Il y a beaucoup de produits, mais je voudrais voir les ventes de chacun. C'est ça, bien sûr. En fait. En même temps, je trouve aussi qu'on est à un moment où, et pareil, c'est peut-être parce que j'ai mis les pieds dedans un peu plus depuis 3-4 ans maintenant, mais où il y a de nouveau, par internet et par des petits print and play ou des petits PDF de 5-6 pages, une assez grande liberté créative qu'on retrouve un peu avec ce que t'évoquais des années 80, avec un côté presque fanzina, mais là, des gens qui se disent je suis dans mon garage, je vais faire mon PDF, je vais le vendre 2 balles ou à prix libre sur internet, et puis on verra, si ça se trouve, je ferai des sous, si j'en fais pas, c'est pas si grave. Et donc il y a quand même cette vibration que moi je trouve assez chouette. Toi, on t'a pas revu sur du JDR depuis non, sauf sur de la réédition. Est-ce que c'est ça depuis la dernière édition des nominés là que j'ai faite aussi principalement. Non, j'avais bien envie de le faire, mais c'était aussi parce que le jeu a été édité parce que Jeff voulait faire son Rise Dead et que voilà mais sinon il serait peut-être resté dans un carton, quoi. Et sinon je continue à jouer, mais en l'occurrence que du Pathfinder, donc on peut pas vraiment dire que ce soit du jeu de rôle, hein, quand même. Mais c'est un peu dur à dire, mais c'est quand même très technique, hein, on va dire. Mais c'est à ça que je joue, donc j'aime bien, hein, mais bon, voilà. Non, mais je serai plus dans le. Non, je pense que je referai pas de jeu de rôle avant très 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 longtemps. Enfin, en tout cas, de l'édition ou de la création, des choses dans le genre. Y jouer, je continuerai à y jouer, mais parce qu'il n'y a plus rien qui te parle, qui t'excite, qui te donne envie, ou t'as l'impression d'avoir fait le tour. Non, ça m'intéresse pas, non. Ouais, d'accord. La dernière partie de vrai jeu de rôle qui m'a fait marrer, c'est quand j'ai fait du Judge Dredd chez Black Book. Donc voilà, c'est un jeu de 86. Donc, voilà. Oui, ouais. Et puis Judge Dredd, c'est vieux aussi. Donc,
C'est D'ailleurs, fou. j'ai- Enfin, alors, vous voyez pas, mais j'ai mon t-shirt de Dread. c'est fou. Il y avait, enfin, ouais, pour Judge Dredd, enfin, pour avoir joué de plusieurs fois au jeu, parce que j'ai un pote qui est très très fan aussi. Enfin, je le trouve. Enfin, c'est un univers qui arrive pas à prendre, je trouve, en France. C'est incroyable. Pourtant, qui est plutôt assez intéressant. Oh, c'est déjà anglais, enfin, c'est vieux aussi. Ouais. Ok, on va parler de 95 et du JCC, du jeu de cartes collectionné, Ouais. Intervention Divine. Je disais à Théo, putain, mais ce jeu, c'est ouf. Je suis passé. Enfin, moi, j'étais dans le sud au moment où il est sorti. Donc, on n'avait rien du tout de ça. Moi, je connaissais que Magic à l'époque parce qu'il y a que ça qui est arrivé dans le sud de la France. Mais du coup, c'est quoi? C'est Magic Explose. C'est quoi? Il y a une commande, il y a une envie de. Oui, il y a une commande. Il y a une Ouais, commande. il y a une commande, bien sûr. Il y a une commande. D'ailleurs, ça a fonctionné très correctement. Sauf qu'on a fait la réimpression de trop. C'est-à-dire que D'accord. le jeu s'est très bien vendu, la première extension s'est très bien revendue. On a réimprimé le jeu de base et ça s'est planté. Ah, d'accord. Parce que je pense que déjà le jeu n'était pas suffisamment bon. Faut bien être clair. Et puis donc, par contre, il a plu pour la collectionnite et pour les conneries de bref de comptoir qu'il y avait dessus, tout ça, les trucs rigolos. Mais ça suffisait pour des collectionneurs qui ont acheté un pool de cartes X. Mais après, pour que le jeu y vive et qu'il vive longtemps, Faut qu'il y ait du il jeu. faut que le jeu soit vraiment bon. Ouais. Et malgré tout, alors je dis qu'il n'était pas vraiment bon, mais il n'y en a pas tellement qui sont vraiment bons, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui durent. Hein. Pas beaucoup qui sont restés, ouais. Ouais, Pour moi, malheureusement. hormis Garfield, alors si, j'ai eu quelques jeux FFG, Conquest, le jeu de Conquest World of qui a eu quand même pas mal de plantages avant de remonter, hein. Mais bon, tu vois. Mais même Warcraft, il a fonctionné sur la hype du moment de, Ah non, mais je parle WoW. pas. Je parle quand j'y ai beaucoup joué, donc j'estime que Ouais. C'était chouette, ouais, le il y Seigneur avait des Anneaux de Decipher, moi j'aimais vraiment bien. Netrunner, évidemment, mais ça Bien c'est sûr. du Garfield. Mais voilà, et puis il s'avère que maintenant, ça ne marche pas. Enfin, ce qui marche, c'est les JCE. Alors JCC, on n'en parle pas, mais ce qui marche, c'est les JCE Coop. Ouais. Donc, Oui, voilà, le Seigneur des Anneaux, Et puis Marvel Champions. Marvel Champion et puis l'appel de Cthulhu. Oui, voilà, oui, bien Oh, sûr. Arkham. Aurore Arkham. Ouais. Non, Si, Aurore Arkham. Aurore Arkham, le jeu JCE. de cartes. C'est ça. précisément. Avec, il y a un petit nouveau là qui a l'air de bien marcher auquel moi j'ai pas encore joué et je me retiens, c'est Flesh and Blood qui marche, qui a bonne presse, qui bosse pas mal. J'ai vu qu'il y a de la cartonalité sur internet, il y a des tournois avec de la belle dotation, ils mettent le paquet. Il semblerait, ouais. Ça a l'air d'être un concurrent solide, mais comme d'hab, c'est concurrent solide de JCC, on verra dans 2 ans s'ils sont encore là. Ouais, c'est ça qui est un peu. Ça le défie. Enfin, je vais rapidement, enfin, parce que Pokémon est très plébiscité en ce moment, mais j'ai l'impression que Pokémon, tout le monde a les cartes, mais personne n'y joue, Oui. et que du coup, Non, parce c'est à que quand tu l'opposé dis que du. c'est un bon concurrent, moi je veux bien y croire, mais je n'ai jamais vu un concurrent à Magic, jamais. Ah oui, non. Ah, mais clairement, non. Enfin, en il peut termes pas. de taille de taille de marché et de qualité du jeu organisé et de nombre de joueurs et c'est joueuses. plus possible. Je parlais juste parce que Vas-y. ça m'a fait rire pendant mes recherches, mais donc je suis tombé sur Intervention Divine que je ne connaissais pas, et il y avait 3 images sur Board Game Geek, et tu parlais de liberté de ton, et donc j'ai ouvert une carte qui était l'image principale, et donc tu parlais de blague de comptoir, et donc je vais vous lire le texte d'ambiance de cette carte parce qu'elle m'a fait rire, et je me suis dit, effectivement il y a une liberté et il y a un truc un peu punk qu'on aurait pu à l'heure actuelle. Donc la carte s'appelle Démon d'André Alphus. André Alphus. L'illustration, c'est une jeune femme en lingerie. Et le texte d'ambiance dit « Tu l'as vu ce porno ? Putain, faut que tu le vois. Il a une bite, le mec qui joue. Une bite tentaculaire. Les couilles ? J'ai pas fait gaffe. » Et en tombant sur ça... J'ai de mes propres conneries. Alors ça, c'est pas une connerie, ça c'est une brève de comptoir citée de Goriot, l'auteur de brève de comptoir, hein, je pense. Hein. Alors il y en a pas mal qu'on a inventé en essayant de faire look-alike, quoi. Mais celle-là, je pense, tu peux pas l'inventer, celle-là. Donc je pense que celle-là, elle vient des brèves de comptoir. Elle est très très belle, et c'est assez rigolo de voir que sur BGG, qui est un site américain... Attends, elle est sur BGG, elle est sur celle-là. BGG, je pense que c'est la première qu'on voit Oh quand là on va là sur la là fiche. Mais elle est pas traduite. Non, elle est pas Non, elle est pas traduite. Ouais, du coup, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils ont pas compris ce qu'il y avait à Il y a celle-là, il y en a une avec une blague sur Jésus. Donc pareil, je crois que c'est Ouais. Jésus revient. Ah bon, je t'ai pas au courant. Et donc c'est effectivement, il y a un truc un peu punk, même qu'aujourd'hui on verrait, on imaginerait difficilement sur. J'aime pas trop le thème punk parce que j'aime pas la musique punk, mais Oui. bon. Bah... Dans Mais l'idée. pas dans le sens musical, plus Ouais. dans le sens. Ouais, d'accord. Ouais, Dans le sens anarchique, on fait Ouais, ce qu'on veut, quoi. d'accord, ouais. Mais effectivement, aujourd'hui, je le verrais. Enfin, ce jeu-là n'aurait jamais presse. Enfin, ce sera impossible à sortir, je pense, non ? Je pense pas, non. Bah non.
Ça serait au-delà du côté effectivement politiquement incorrect qui serait mis en avant, même en termes de jeu. Enfin, aucun éditeur pourrait le prendre clairement en tête. Non, je pense pas. Ouais. Ok, donc quand même son petit succès d'époque, on va pas se le cacher, pour Intervention Divine. Oui. À ce moment-là, toi, t'es où? Tu es chez Asmo? Oui, alors comment ça s'appelle à l'époque? Est-ce que ça s'appelle Asmodée? Est-ce que ça s'appelle Idéo-jeu? Est-ce que ça s'appelle Cirrhose? Est-ce que je sais pas bien. Future entité en tout cas, tu es là. Tout ça, ouais. Ah non, mais je suis rentré chez Cirrhose en 89. J'ai touché mon premier salaire en 89. Fou. Et ça s'est pas arrêté depuis. D'accord. Tu avais quel poste au moment du en 80? Il n'y avait pas de poste. T'avais pas de poste qui faisait les jeux. Je suis là, je fais des trucs. Il y a le gars qui vend les jeux, il y a le gars qui les fait. Et sur ton bulletin de salaire, il y a un quoi comme poste? Il y a forcément. Je ne sais pas. C'est comme les facturiers à l'époque, tu vois. C'est fou. Et mon salaire, c'était 7000 francs. Ce qui est à l'époque pas dégueu. C'est pas dégueu du tout. Ce qui est pas dégueu pour l'époque. Alors ce qu'il faut aussi savoir, c'est tout à fait bizarre, c'est que je n'ai jamais touché de droit d'auteur de ma vie. Jamais. C'est-à-dire que j'éditais mes propres jeux, je suis passé salarié, et j'ai commencé le premier bulletin de droit d'auteur que j'ai touché, c'est pour le Kickstarter. Alors non, même pas. Le Kickstarter de Claustro, c'était des droits d'auteur. Donc j'avais touché des droits d'auteur sur l'extension d'Ornheim de Conan. Ouais, il y a d'accord. 3-4 ans. Ouais, ça date pas. Et donc, pourquoi? Parce que je tiens absolument et totalement à savoir ce que j'ai sur ma feuille de paye à la fin du mois. Ça, c'est un truc, sinon je suis pas bien. Si je sais pas ce que je vais avoir à la fin du mois, je ne suis pas bien. Donc c'est pour ça que ça a certainement arrangé Asmodée à des époques où je faisais des jeux qui marchaient extrêmement bien. Oui, et du coup, et puis après, il y a des moments où j'ai rien sorti, et donc ça m'a bien arrangé aussi. Ouais. Et puis surtout, je sais pas, moi j'aurais peut-être dans l'idée de me dire que le jeu que je vais le faire, je vais pas le faire pareil parce que je vais le faire pour qu'il se vende le plus. Je sais pas, enfin, je trouve ça extrêmement malsain. Oui, d'accord. Donc, comme ta rémunération dépendrait de la vente, tu te dirais, j'ai pas envie de faire ce que je veux, mais j'ai envie de faire un truc qui se vend, donc ce serait pas dans ma liberté créative. Ou je sais pas, ça me mettrait des blocages. Ça fait clairement partie du truc. Moi, j'entends parfois, il y a un peu les deux discours qui cohabitent chez la plupart des auteurs et des autrices. À la fois ce côté de, en fait, moi, je m'en fous, je fais les jeux que j'ai envie de faire, et puis je verrai bien à la fin. Ouais. Qui est plutôt un discours qu'on entend chez les auteurs et les autrices qui ont eu du succès et qui fonctionnent, forcément. Et puis le discours des fois de « Ah ouais, ce proto, je l'aime bien, mais à mon avis, en termes d'éditabilité, il est pas terrible, donc je vais le mettre un peu de côté, je verrai plus tard. » Ou « Ça, j'aime bien, mais c'est un jeu, je sais pas, pour groupe de 14 joueurs, et en ce moment, ça a pas la cote, donc je vais pas bosser dessus tout de suite. » Ou à l'inverse, « Ah tiens, ça, je vois qu'il y a un filon, et donc, un truc qui a l'air de fonctionner et d'attirer les éditeurs, je vais essayer de travailler un peu dans ce sens-là avant d'aller faire autre chose, quoi. » Toi, quand tu crées un jeu, quand tu as une idée de jeu, tu penches beaucoup là-dessus? Moi, j'essaye de naviguer un peu entre les deux. C'est-à-dire que j'ai quelques protos où je me dis « Ok, ce truc-là, je l'adore, j'aime vraiment bien ce jeu. Peut-être que je trouverai jamais un éditeur, mais je m'en fous, je l'ai fait parce que je l'aime bien. » Et parfois, j'ai des protos où je me dis « Ah tiens, cet éditeur, il a telle gamme dans laquelle il sort des jeux qui ressemblent à ça. Si je crée un truc qui rentre dans ce cadre-là, normalement, ça devrait lui plaire si j'ai globalement bien fait mon boulot, et donc j'ai plus de chances d'être signé. » Donc tu as quand même une étude de marché qui est faite, même si elle est très personnelle, quoi, sur le jeu en lui-même. Mais quand tu dis j'ai un proto qui est là, qui je sais que fonctionnera pas parce que ça a pas l'air de fonctionner, et je le fais quand même, t'en es à quel niveau de création? Est-ce que t'es dans le proto de dire ok, je l'ai fini, je l'ai dans un coin et je le bêta-teste à peine, ou je vais quand même plus loin dans le bêta-test avec des gens et j'essaie de le finaliser au maximum? Je vais quand même au bout, et j'ai des trucs que je montre à des éditeurs en me disant ça, il y a peu de chances que quelqu'un veuille le signer un jour parce que c'est trop bizarre. Mais le cas où. Mais sait-on jamais. Ça fait un peu la loterie, quoi. Mais à l'inverse, je sais qu'il y a des projets. Typiquement, moi j'adore les gros jeux Legacy. C'est un truc auquel j'ai vraiment plaisir à jouer, et ça fait longtemps que je me dis un jour j'aimerais bien faire un gros coop avec plein de matos, les jeux à 100 balles avec des enveloppes qu'on ouvre, etc. Ça me ferait trop kiffer. C'est une envie que je réfrène un peu en me disant ça va me demander des centaines d'heures de travail, c'est pas un truc facile à placer sur les éditeurs. Aujourd'hui, je peux pas me le permettre financièrement, c'est pour plus tard ou pour jamais, et tant pis, quoi. C'est pas facile à passer sur les éditeurs, il y a quand même vachement plus de jeux Legacy qui sortent maintenant qu'avant, quoi. Ouais, mais il y en a toujours pas tant que ça pas sur des grosses licences et pas avec des grosses. Des gros moyens derrière directement, quoi. À quand un jeu de plateau INSMV Legacy?
j'ai envie de dire. En vrai, ça me Alors- ferait kiffer. Je le dis là, je kiffe. Alors, hein. Inouï Satanis, non. Parce que de toute façon, le public actuel l'achèterait pas. Enfin, en tout cas, il y aurait trop de problèmes, donc on le Ils fera ont de pas. mauvais goût, ces gens-là. Et puis, les jeux Legacy, il y a quand même encore beaucoup de gens qui en veulent pour leur argent. Et le fait que le jeu il se joue qu'une fois, ça les bloque un peu quand même. Clairement. Ça me rend fou. C'est vraiment un débat qui est sûrement infini, mais aujourd'hui, plus personne ou très peu de gens jouent plus de 10 fois un jeu. Il faut arrêter de se mettre. Mais tu vois, parce que la pression plupart des là-dessus. gens qui ne veulent pas jouer à un jeu où il y a une appli, c'est qu'ils se disent, dans 10 ans, Le jeu sera plus jouable. le jeu ne sera plus jouable. Mais c'est le discours que t'entends. Mais dans 10 ans, il y aura eu la totalement. réédition, vous inquiétez pas. Mais voilà, donc je ne sais pas. Voilà, donc de toute façon, oui, c'est difficile Oui, c'est difficile à vendre. D'accord. Ok. Toi, par rapport à ton rapport au jeu de commande et à la création à la contrainte. D'accord. Je vois la question que tu. Ouais. En fait, depuis que tu nous parles, tu me dis il y a beaucoup de jeux que tu fais juste parce que tu as envie de les faire et la vie des autres, de toute façon. C'était à l'époque où je l'en faisais. D'accord. Parce que ça fait bien longtemps que j'en ai pas fait. déjà. D'accord, mais à l'époque où tu en faisais, grosso modo, Oui, c'était oui. je fais ce que je veux, la mécanique me parle moi, et si les autres sont pas contents, c'est à peu près pareil. Je résume. Bien. Ouais, mais alors non. Alors pareil, il y a des tas de trucs un peu cachés, plus ou Parlons-en. moins où il n'y a pas mon nom, où j'ai fait des trucs de commande. J'ai fait des jeux dans des paquets de purée Vico. J'ai fait des jeux pour des entreprises. J'ai fait l'exécrable 13, le jeu de cartes. Des trucs monstrueux, mais parce que quel que soit, je devrais en faire tout le temps, toute l'année, ça serait horrible. Ouais. Mais me dire, tiens, je vais me retrouver au dos d'un paquet de purée de Vico, ou chez McDo, j'ai fait le jeu des orphelins Baudelaire pour McDo. Moi, ça me fait, c'est super. Enfin, je le ferais j'en ferais à longueur d'année, ça me plairait pas. Mais à l'époque où je devais le faire, Le délire pour le délire, c'était quoi. cool, ouais. Mais du coup, quelle est ta vision en fait de ce jeu-là, de cette création-là pour un jeu de commande où tu sais que c'est un truc qui doit parler à tout le monde facilement et qui doit facilement rentrer dans le jeu et dans les règles, par rapport à des jeux que tu as fait qui ont été plus internes dans le sens voilà, j'ai envie de faire un truc qui me plaît moi avant tout en fait. Comment t'anticipes cette création d'un côté et de l'autre en fait? Pareil. Non, avec autant de sérieux, parce que quand tu dois faire un travail, tu le fais sérieusement, donc sinon tu le fais pas. C'est-à-dire D'accord. Alors à l'époque c'était compliqué parce que j'étais tout seul, mais maintenant que chez Space Cowboy on est toute une équipe, s'il y a un projet qui n'intéresse pas quelqu'un, c'est quelqu'un d'autre qui le fait, quoi. Tout ce que je fais, je le fais le plus sérieusement du monde. Enfin sinon ça doit être. Je dis pas que c'est pas sérieux, hein. C'était pas la Non, question. mais- Hein. L'idée c'était pas Non. de dire t'es pas sérieux quand tu fais un jeu qui te plaît, c'est juste dire quel état d'esprit tu as pour créer un jeu de cartes. Faut comment. que je révèle le terrible secret quand même, Vas-y. parce que qui en a jamais été révélé, c'est que Est-ce que c'est vraiment une exclusivité? je pense, ouais. Un jeudi soir, je crois, Marc vient me voir, c'est important le jeudi, hein, ou vendredi soir, je sais pas. Il vient me voir, il me fait, putain, je suis dans la merde. Il y a un mois, il y a un gars qui est venu me voir pour qu'on fasse un jeu sur 13 jeux de cartes. J'ai oublié de te le dire. Je dis, ouais, c'est pas très grave. Il me fait, ouais, c'est pour lundi. Ah ouais. Je fais, ah. Le fameux mail du vendredi soir pour le Mais lundi. de toute façon, te fais pas chier, il sera jamais pris. C'est un comment Un c'est appel d'offres. un appel d'offres. Donc voilà, tu fais ça ce week-end, tu fais un truc et puis on verra. Attends, je résume. Donc, Marc vient de voir un vendredi soir il a pour dire. oublié de Il a me dire oublié. avant. Il y a quelqu'un qui nous a demandé de créer Voilà. un jeu sur ce thème-là. Est-ce que tu peux le faire pour lundi? Ok, c'est ça, on est bien. Jusque là, on est donc, pas mal. pendant le lundi, pour lundi, je le fais. Et puis il me dit, bon, ça ira, voilà, t'as rempli 4 pages. On est bon. De toute façon, on sera pas pris. Voilà. Et évidemment, c'était le meilleur des jeux. Toujours ça. Bien sûr. Alors, c'était le meilleur. T'imagines les De autres. ce qui avait été. Parce que Ouais. celui-là, il était pas terrible. hein. Après, Alors, est-ce par contre, que il l'appel paraît d'offres que passe dans par les ce règles? jeu, il paraît que j'ai réinventé le tarot parce que je déteste les jeux de cartes, tous. D'accord. En moyenne, tous. Enfin, les jeux de cartes de papy mamie. Hein. Oui, les jeux de Tarot, plis. belote, D'accord. ok. Poker, je sais pas, quelle connerie. Et le mec m'a dit, ah dis donc, putain, en plus on voit que t'aimes bien le tarot. Hein, parce que- ah d'accord, ouais, super. Bon, voilà. Alors, du Voilà coup, l'histoire de est-ce- 13 est-ce que jeux de cartes. Mais à part ce jeu-là, même les jeux au dos des paquets de Vico, je les ai faits très sérieusement, quoi. d'accord. Mais du coup, En y croyant, quoi. Juste pour l'appel d'offres, genre, est-ce que c'est lui qui a été pris parce que c'était vraiment le meilleur de tous les candidats ou est-ce qu'il y a. Je ne sais D'accord. Parce qu'il y a quand même. Il y a le nom, il y a quand même quelque chose derrière. quoi. Je ne sais pas. Trop marrant. Ok, donc
pour le côté création, quoi qu'il arrive, où tu puises tes ressources, que ce soit pour le paquet de Vico ou pour un vrai jeu, en fait, qu'est-ce qui te motivait à l'époque en termes de créativité? Est-ce que c'était un thème? Est-ce qu'une mécanique de jeu? Déjà, du fait que je joue aux jeux de rôle, aux wargames, aux jeux de figurines, aux jeux vidéo et aux jeux de société et aux jeux de plateau, souvent je fais des passerelles entre les jeux. Et évidemment, il y a très peu de chances qu'un concept développé pour un wargame sur le front de l'Est en 42 soit connu de gens. Donc, en faisant des passages de système à système, j'arrive à faire des trucs qui tournent plutôt correctement. Voilà, parce que des idées pures, je sais pas si j'en ai jamais eu, tu vois, puis je sais pas qui en a jamais eu. Enfin, si... tu vois, dans le jeu vidéo, les Lemmings, quoi, tu vois, là c'est vraiment le truc que t'as jamais vu avant. Mais alors, tu vois, les FPS, depuis Doom, il n'y a rien de nouveau. Et puis dans les jeux de société, alors ouais, il y a le draft pour le mec qui a inventé le draft, il y a le deck building pour le mec qui a inventé le deck building, mais à part ça, il y a un jet de dés que tu choisis les faces au lieu de jeter le dé, ou alors un truc où je sais pas, enfin des poules d'action. Alors les poules d'action, ça remonte à quoi, tu sais, trouver l'origine de chaque truc. Donc qui crée vraiment des trucs de A à Z, je sais pas. T'es d'accord avec ça? En tout cas, pas moi en tout cas. Hein. C'est clair que les gros changements étaient ok, le draft, le deck building. Moi, dans les derniers qui pour moi ont vraiment eu un impact suffisamment tellement fort que les jeux on les crée plus de la même manière depuis, c'est le Legacy avec Rob Daviau et l'absence de rejouabilité qui va avec le Legacy mais que je trouve un peu différente. Mais même le Legacy finalement c'est pas une réinvention, c'est une application, on va dire, du jeu de rôle ou de la narration sur un jeu de société. Mais il y a ce changement très très fort de paradigme derrière. J'ai vraiment le sentiment avec Risk Legacy et mais pas que pour de la pommade, mais avec Time Stories à un moment ou à un autre. J'allais venir, c'est des moments où depuis les jeux, c'est plus exactement la même chose et on les fait plus exactement de la même manière. Et c'est vraiment des jeux qui ont eu un impact et un retentissement aussi fort que, effectivement, le deck building avec Vaccarino ou ce genre de choses où on s'est dit après, ça a changé le genre, quoi. Ouais. Mais alors, c'est pareil, tu vois, par exemple, le Roll and Write, c'est l'IATSE, quoi. Enfin, donc... Oui. Et puis Vaccarino, tu dis que c'est lui. Moi, je connais des gens qui jouaient à des trucs qui ressemblaient à Magic, genre Wagic, où les gens, il y avait un pool de cartes au milieu de la table, chacun prenait ce qu'il voulait. Ça, voilà. Donc, qui a vraiment des idées? Alors oui, Legacy, Davio, tout ça. Enfin bon, il y a en effet, mais voilà, c'est assez rare. Ouais. Mais pour rebondir sur Time Story, c'est amusant parce que la première fois que j'y ai joué, j'ai vu vraiment un point de rassemblement de plein de choses, du jeu de société, du jeu de rôle pour la narration, du jeu vidéo pour le côté sauvegarde, et revenir à un point précis et tout, et qui était assez intéressant. Et alors j'ai pas plus kiffé que ça le jeu, j'ai pas fait beaucoup de scénarios derrière parce que il y a un problème de rejouabilité obligatoire qui m'a un peu gêné. Mais pour le coup, je trouvais ça intéressant. Ce qui n'est plus le cas dans la nouvelle version. On n'arrête pas de me dire. Il faut vraiment que je m'y mette. Mais effectivement, je trouvais ça intéressant, justement, ce croisement des choses qui, je trouve, n'a pas été trop exploité aujourd'hui, qui a mérite de le faire, je pense, pour plein de trucs, quoi. Mais c'est intéressant parce que ça rejoint ce que tu disais sur le fait que tu arrives à avoir une création qui, in fine, est originale parce que tu es au croisement de beaucoup de genres différents, ce que tout le monde n'a pas. Il y a beaucoup d'auteurs de jeux et d'autrices de jeux qui ne jouent que à des jeux de société. Et si je dis pas de bêtises, Manu Rozoy est aussi quelqu'un qui a fait beaucoup de GN, qui a bossé chez Ubisoft, donc qui était très impliqué dans le jeu de rôle, dans le jeu vidéo aussi. Et donc c'est vrai qu'il y a aussi ce mélange des genres et ce croisement de plusieurs grands types de jeux qu'on retrouve très très fort, quoi. Puis attention, faut pas oublier que j'ai pas fait une création pure depuis Claustrophobia, donc ça fait plus de 10 ans ou un truc dans ce genre. 2009, quelle transition incroyable, puisque c'est le point suivant de notre conducteur. Vas-y, continue. Comme si je l'avais lu alors que je l'ai pas lu. Donc effectivement, Claustrophobia en 2009, qui est en termes de jeu de société, je pense ta création la plus connue et qui a peut-être le mieux fonctionné. Du moins, jeu de société, j'aurais même envie de dire que c'est le seul, parce que sinon l'autre d'avant c'est Gore en 85. Et il n'y a pas eu l'âge des dieux entre nous. L'âge des dieux. Ouais. Alors on va dire que c'est ces trois-là. Les autres trucs, c'est des jeux de commande dont certains, faut mieux. La recette du Capitaine Scrabs de Bob l'éponge et des choses dans ce genre. Les 500 miles de Bikini Bottom. Enfin, je peux vous en faire toute une liste de trucs comme ça. Donc oui, on va dire oui. Donc c'est Gore, l'âge des dieux et Claustrophobia. Donc je peux même pas dire que je suis un créateur de jeu, quoi. Parce que 3, de fait, ça compte. De fait, si. Mais bon. Ouais.
Et même Plus si que Tom et Yako, quoi, mais... même si c'est une commande, on compte Arthur J'aimerais et la bien avoir vengeance de la revue, Malthazar, le jeu de course. Voilà, c'est ça. Ouais, le jeu de C'est celui que j'avais noté parce que le nom est long. Donc il est Ah, très c'est bien. une. Alors là, pour ceux qui se souviennent, c'est une réadaptation du jeu Le Survivant de chez MB, Ah, qui était lui-même une copie de Mad Max 2 édulcorée. Hein. D'accord, je savais pas bien ça. sûr. Vas-y, Donc, reprends. Claustro en 2009 qui arrive et alors pareil, moi j'étais pas encore très impliqué dans le jeu de société contemporain à ce moment-là, mais j'ai l'impression qu'il amène un truc et une promesse qui est assez inhabituelle, notamment sur son matos, où ça fait très très moderne quand on voit aujourd'hui une boîte de Claustro de l'époque avec de la figurine pré-peinte, une très grosse boîte, avec beaucoup de matériel, avec des scénarios. J'ai l'impression que, et on reviendra sur la réédition un peu plus tard, mais globalement Claustro ça sort aujourd'hui, les gens diraient ouais, les figurines elles sont pas ouf mais ça va, mais autrement ça pourrait sortir aujourd'hui, ça serait Et ça surtout serait à pas honteux, 50 quoi. balles. Ouais, en plus Il y aurait ouais. une peinte à 50 balles. Alors il faut savoir que la façon dont tu peins des figurines en Chine, ça se paye pratiquement au coup de pinceau. Ah ouais. Et les figurines ont été créées et designées pour être peu chères à peindre. C'est pour ça que tous les mecs, ils ont soit des masques, soit des foulards, pour pas qu'il y ait de visage à faire et toutes ces choses dans ce genre-là. Donc ça a été étudié particulièrement à cette époque-là. Et il faut dire aussi que aussi bien les gens qui se sont occupés de la réalisation des figurines, de la fab et tout ça, ils se sont défoncés. C'est-à-dire que pas vraiment pour moi, mais pour la société. C'est-à-dire, c'était encore une époque où j'ai réussi à motiver des gens en leur disant c'est notre jeu, c'est le jeu dont on se souviendra. Et c'est ça qui a motivé aussi beaucoup de gens. Et aussi, il faut quand même pas le cacher, c'est aussi le seul jeu où Marc a accepté de réduire les marges de vente. Et donc, si on avait dû le vendre avec les mêmes marges qu'un jeu normal, il aurait peut-être valu 65, 70 et il voulait rester en dessous de 50. Je pense que pour tout le monde, c'était le moment où Asmodée, on savait qu'Asmodée, ça serait plus jamais pareil. Et donc voilà, c'était le dernier produit iconoclaste avec qui parlait encore de religion, qui parlait encore de démons, et donc c'est aussi pour ça que tout le monde, y compris les commerciaux qui l'ont vendu après, enfin bon, il y a même un commercial terrain qui s'occupait de vendre des Jungle Speed et tout ça, qu'on a vendu dans un espace culture Leclerc, tu vois, pour se dire, voilà. C'est un peu le champ du cygne. Donc tout le monde était à fond sur le truc, quoi. Ouais. Ah, c'est Je intéressant. voulais pas parler du chant du cygne parce que vu ce qui est devenu Asmodée après, Bah non, mais champ du cygne voilà. de ce moment voilà, de ce d'Asmodée, moment, en fait, de ce le moment. basculement. quoi. Exactement. Chant du phénix quoi. ouais, ouais, exactement. Ouais. Et donc c'est pas un jeu de commande toi quand tu te lances dans cette création, c'est Si, quand même. C'est l'arrêt d'Eldorado, qui s'est arrêté pour la bonne raison qu'il n'était pas assez rentable. Il y a eu des tas de rumeurs là-dessus, des trucs de religion, de machin, de trucs. Non. Ça s'est fait par moi et Marc dans son bureau. Il m'a montré les chiffres de vente. Ça stagnait, alors qu'on dépensait de plus en plus d'argent, ça stagnait, voire ça réduisait un tout petit peu. Et voilà, et c'était pas suffisant pour une société dont le but est de payer aussi les salaires de tout le monde à la fin du mois, tout ça. Quoi. Donc ça ne suffisait pas, donc on a arrêté. On était conscient qu'il y avait une IP qui était intéressante là-dessus. Et malgré tout, Marc pensait, lui, le jeu, il y a jamais trop joué parce que c'était un jeu de figurines qui était quand même très complexe et très difficile à mettre en œuvre. Et donc, il s'est dit, il m'a dit, et en faire, entre guillemets, un Space Hulk, parce que c'est ça l'idée. Ouais, enfin, voilà. Et bon, je lui ai dit, bon, voilà, on se lance là-dessus. Et puis, j'ai eu le temps illimité pour travailler dessus. Enfin, voilà, les meilleures conditions possibles pour faire un jeu. Donc c'était pas un seul week-end pour Claustrophobia. Oh là, non. Oh, non, Ça a duré combien de temps de création? Bon, 6 mois, un truc comme ça. Alors, 6 mois, mais... Enfin, c'est pas 6 mois, on y travaille pendant 6 mois, mais on fait d'autres choses avec. Hein. Oui, bien sûr. Les produits ne sont pas arrêtés pendant ce temps-là. Donc, voilà. Ça reste quand même pas mal, 6 mois pour un jeu pareil. Ouais, non, je pense. Ouais, tu veux dire que c'est rapide? Ouais, je trouve ça assez rapide. Ouais, oui. Une équipe de combien dessus, en moyenne? Bah, 1. Ah, tout seul? Bah oui. Ah bah sûr. voilà. Alors, C'est plutôt pas mal. Non, des gens qui... Il y avait plein de gens qui m'aidaient.
plein de gens qui ont apporté des idées, des choses comme ça, et puis des gens qui, comme c'était des professionnels, bah là c'était pas ce que je disais au début du mec qui était content de jouer, il me disait bah non. Il y a un avis qu'on prend en compte. Voilà, j'ai joué, je me suis fait chier, super, merci. Donc je recommence, voilà, et puis voilà, donc après voilà, et puis après on est arrivé à un truc qui fonctionnait correctement, on va dire. D'accord. Ça va 6 mois pour une création pareille, même en studio. Après, t'as pas toute la contrainte de savoir qu'il faut le présenter à l'éditeur, un truc comme ça, donc tu sais que tu t'es quand même en marge là-dessus, mais ça reste quand même une belle pièce. Vu le poids du jeu et vu son côté un peu... il y a l'aspect scénaristique, entre autres. Ah ouais, alors non, les scénarios, il y a que le premier qui est de moi. Les 5 autres ont été créés par d'autres gens, et puis dans les extensions aussi. Mais j'ai fait que le scénario de base. Ouais. Alors du coup, 6 mois, on est vraiment sur la création pure du jeu, c'est-à-dire la création du monde, des règles, de machin. Ouais, bah non, du monde non, il y avait Claustro, il y avait Lorado avant. Oui, d'accord. Mais du coup, là où je veux dire, c'est quand tu parles, à la fin des 6 mois, c'est on parle pas de ok, il y aura ces figurines là ou pas. Ah non, ça prend pas en compte la fab. Hein. Je pense que la fab c'est un an de plus presque, ou 6 mois de plus. Hein. D'accord, donc on est vraiment création. Ouais, c'est la création 6 mois, c'est pas dégueu. C'est plutôt pas mal en fait. Et t'évoquais le fait que dès le départ, les figurines ont été pensées pour réduire le coût de la peinture. Est-ce que toi, dès le départ, en termes de game design, t'es déjà en train de te dire ok, bah mon produit, il faut qu'il coûte à peu près tant, il faut qu'il ait à peu près telle gueule, ou je connaissais rien, donc non, du tout. T'es assez libre sur ce côté-là, tu te laisses porter. Ouais. Ah, j'y connais rien. Je sais ce que j'achète, parce que les jeux, j'en achète assez. Je vois ce qu'il y a dedans, donc voilà. Malgré tout, les figurines, il y en a une vingtaine. C'est ce qu'il y a dans une boîte de Special. Voilà, donc. Ok. J'y pense du coup parce qu'on parle beaucoup de jeux de figurines et ainsi de suite. Aujourd'hui, toi, quand tu vois un DKS qui explose à des millions d'euros sur des jeux, je sais pas d'exemple en tête là tout de suite, mais je veux dire, ça te fait quel effet en fait de voir que je sais pas, le Conan qui a explosé sur KS, un des premiers jeux de société figurines qui a explosé en termes de chiffres sur KS. Je ne sais pas. D'accord. Tu l'as vu, tu as vu le produit? Oui, j'ai fait une extension dedans. Oui, bien sûr. Non, purement le jeu, ça ne m'étonne pas qu'il ait eu le succès qu'il méritait parce que le jeu est vraiment super bien. Il est hyper convivial parce qu'il y a vraiment des échanges vachement entre les joueurs et tout ça. C'est vraiment super. Pour les figurines, je suis un petit... Alors, pour Conan, ça va. En moyenne, pour les jeux Monolith et Mythique, je vais les mettre les deux dos à dos. Pas trop près, sinon ils vont se taper. Mais ça va. Mais là, alors, le dernier... Juste, ça va. Hein. Le dernier Mythic Games, pareil, il a explosé en KS. Quoi. En fait, pour moi, il y a 3 types de figurines. Il y a ceux qui sont au milieu, donc c'est Mythique et Monolith. Ouais. Il y a tout ce qui est en dessous, et il y en a quand même beaucoup. On peut pas les citer. Et puis très loin en haut, aux alentours du soleil, il y a Games Workshop. Donc voilà, Games Workshop et Rackham, comme à l'époque, était vachement plus fin que Games Workshop, je trouve. Mais, De quoi? Chez qui? Chez Rackham. Oh là là. Ça y est, je vais partir. Rackham. Non, je m'en fous. Je travaille. Non, mais je trouve qu'en termes de figurines, j'ai jamais compris une figurine de Rackham. C'est-à-dire que je la regardais. C'est quoi? Il y a un débat là. Non, je comprenais rien. Je trouve qu'elle était vachement plus fine en termes Alors, de par design. rapport aux games de l'époque, on est d'accord. Ah bah bien sûr, je compare. Mais alors, c'est là où j'y viens. Bien sûr, mais d'où viennent les designers de games de maintenant? C'est en grande partie les anciens de Rackham. T'es sûr? Si, ouais. Il y a eu beaucoup quand Rackham s'est cassé la gueule, il y en a beaucoup qui sont partis chez Games. En Angleterre? Ouais. Qui ça? Ah, j'ai pas de nom, je ne connais pas. Ah là, le débat. Mais écoute, c'était ce qui avait été dit beaucoup à l'époque. Je suis d'accord. Les peintres aussi, ouais. Pas les sculpteurs. Hein. Ah ouais? Écoute, je retrouvais les archives de l'époque. Je ne vois aucune figurine de Games Workshop qui rappelle un truc de Rackham. Peut-être les derniers Soulblight Gravelords, il y a certains vampires femmes qui ressembleraient un peu, mais le reste... dis-moi. Hein. Non, mais à trouver. Enfin, écoute, c'est moi ce que j'avais beaucoup entendu à l'époque par des gens qui étaient un peu plus dans le game que moi. Mais peut-être que c'était beaucoup de rumeurs. Mais je me trompe peut-être. À voir. Ok. Mais du coup, voilà, là où je veux en venir sur le côté KS, c'est la disproportion en fait de montant qui est fait sur les montants de KS eux-mêmes. Genre, on parle du dernier Mythique en termes de montant de produits pour les premiers paliers. Je trouve ça faramineux par rapport à ce qu'il y a dedans, même s'il y a beaucoup de plastique. Mais au montant qui est récolté par la société en termes de montant de KS eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve ça. Enfin, je trouve qu'il y a une décorrélation folle. C'est surtout ce que ça leur coûte après. Ouais. C'est que la plupart du temps, j'oserais même presque dire que c'est à peine rentable. Ah ouais? Ah ouais. Il me semble, là.
C'est fou. On est d'accord. Moi, de ce que j'ai entendu sur Ouais. des projets de cet acabit, souvent c'est. Bon, Conan, pour l'époque, je sais que ça a été pas rentable ou très peu. Sans parler de trucs français pour pas faire de polémique, et puis pour citer un truc d'une vraie personne, Steve Jackson Games, donc le premier Kickstarter, c'était Ogre. Et donc un jour, il a montré la boîte de Ogre, et il a montré une boîte de Munchkin, et il a dit que non seulement il fait 10 fois plus d'argent avec la boîte de Munchkin, à l'unité, enfin dans la vente, mais aussi 10 fois plus d'argent réel. C'est-à-dire que je pense que sur chaque boîte de Ogre, il avait réussi à tirer $2, et sur une boîte de Munchkin, il se fait $10. Mais alors pourquoi faire ça? En fait, la question du coup qui me vient, c'est de dire, c'est ça. Enfin, pourquoi créer un Kickstarter avec énormément de figurines? Est-ce qu'il y a un côté et se dire ça va peut être rentable? Ça s'appelle la cavalerie. Ah d'accord, c'est que ça. Non, je pense pas. Mais non. Tu vois, je dis ok. Finalement, est-ce que ça que je vois? Est-ce que je ferais pas juste un truc avec moins de figurines qui me rapporterait plus et qui se vendrait tout aussi bien? Pas. S'il y a pas de figurines, les gens j'achète pas. Mais c'est fou. Je pense qu'on est tombé effectivement dans un espèce de cercle vicieux où aujourd'hui et pour l'avoir vécu un peu avec Arceis, le proto qu'on a, le projet qu'on a porté avec Ankama. J'y pensais dans la bagnole tout à l'heure. Je lui dis tiens, je vais lui en parler. Bientôt, nous on a fini tout ce qu'on devait faire de notre côté. C'est un peu long quand même. Ouais, on a eu. C'est le Covid, c'est ça. Ça a été un peu le Covid. Matières premières, voilà, c'est ça. La Chine, les cargos, tout ça, c'est à cause le papier qui manque. Nous on a fini notre partie en tout cas. Mais Arceis, qui est donc un projet qu'on a porté avec la team Kaedama, sur lequel c'est notre jeu avec plein de figurines, mais il y en a moins que dans la plupart des projets que tu citais. Quand on a lancé le projet, ça nous a été un peu reproché au départ. Et le projet n'a pas explosé à des millions pour le coup. Je pense en partie parce que sur cette dimension plastique matérielle de je vais acheter mon jeu 300 balles, mais tout ce que je peux avoir, et c'est certainement pas la seule raison, mais Arceis était un peu en dessous de la norme, quoi. Donc je pense qu'il y a quand même un cercle plutôt vicieux de c'est quand même le concours à la boîte la plus remplie avec le plus de plastique, et ça aujourd'hui c'est un truc qui fait vibrer beaucoup de personnes, je pense. Ok, ça me questionne toujours en fait. Je fais peut-être un mauvais comparo, mais quand je vois des boîtes de jeux plateau, d'accord, je parle pas forcément de gros jeux de figurines, mais des jeux de plateau qui utilisent aujourd'hui beaucoup de jeux de figurines pour faire justement des bocasses, je pense à Daimyo par exemple, tout comme ça. Tu dis ok, il y a des belles figurines dedans. En vrai, quand tu y joues stricto sensu, la figurine 1 elle ne sert à que dalle, 2 elle est pas forcément très jolie, et 3 elle peut même gêner le jeu en termes de lisibilité. Et du coup je me dis, tu vois, sur Daimyo, c'est le pur exemple parce qu'on l'a testé en défaussé il y a pas très longtemps, clairement le jeu était moins agréable avec les figurines parce que manque de lisibilité, du coup c'était gênant autour de jeu plutôt que d'avoir des pions classiques. Mais finalement, est-ce que le KS aurait explosé sans les figurines ou pas? C'est la question, et j'ai l'impression que votre réponse est je pense que non, quoi. Mais ça me paraît je sais pas. Après, c'est dur de bien analyser. Ça me paraît fou. Ok, c'était un débat que je lançais un peu au hasard. Mais ce qui est bien, c'est que ça nous fait aussi une belle transition vers Croc aujourd'hui, avec toujours sur de la création. On parlera du côté édition un peu après. Un travail dans les maisons d'édition. Mais aujourd'hui, tu as quand même eu quelques sorties ces dernières années, notamment 2 rééditions, dont un KS avec plein de figurines, à savoir la réédition de Claustro en 2019 et la réédition de Inès en 2015. Et en même temps, quelques projets de ci, de là. Je pense à un scénario de Time Stories, plus un scénario bonus. Que je n'ai pas joué, qui se passe chez Trick Track, c'est ça? Oui, tout à fait, ouais, juste pour la rédaction. Et puis le scénario, il n'y a pas mon nom sur la boîte, donc on ne peut pas savoir, mais c'est Endurance, oui. Je crois que tu es crédité sur BGG. Ah, voilà, mais en tout cas, sur la boîte, il n'y a pas. C'est ton style. Oui, Expédition Endurance, oui, j'en suis extrêmement fier. C'est un des scénarios qui est vraiment extrêmement polémique, c'est-à-dire qu'il y a des gens où c'est celui qui déteste et les autres, c'est celui qui préfère. Et ça, j'aime bien. J'aime bien quand c'est ça. Même si c'est 70 je déteste et 30% j'adore, je préfère ça que 50% de bof, quoi. Enfin, 100% de bof, quoi. D'accord. Donc, oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Une extension pour Conan que t'évoquais. Ouais, Nordheim avec mon fils. C'est le premier. Je savais pas ça. Ouais, si, on l'a fait à 2. Il y a un scénario de chaque. Les scénarios de bourrin, c'est les mois, et ceux subtils, c'est les siens. Et donc Nordheim, et puis la réédition de Claustro et la réédition d'Innominé. Alors dans des cadres plutôt différents l'un l'autre, mais. Et comment ça s'est passé tout ça, notamment sur Time Stories, parce que c'est
peut-être un truc où il y a, enfin non, même sur l'extension de Conan aussi, mais est-ce que c'est toi qui spontanément t'es dit Time Stories, j'aime bien le système de jeu, ça me ferait plaisir de travailler dessus, et tu t'es mis sur ta planche de création? Est-ce que c'est des gens qui t'ont proposé? Non, alors moi Time Stories, je suis arrivé à la toute fin, hein, c'est-à-dire que Manu et Sébastien, Manu Rozois, Sébastien Pochon avaient pratiquement terminé le jeu, et donc j'ai serré les derniers petits écrous parce que les deux sont extrêmement perfectionnistes. Donc à un moment ils rentrent en résonance, puis à un moment il y a Marc qui tape, il fait hey, ça sort votre jeu là, donc voilà. Et puis après voyant qu'il y avait plein de gens qui avaient fait des scénarios, je me suis dit je vais essayer d'en faire un moi. Et puis c'est aussi pour mettre dans le jeu des trucs que je trouvais pas qu'il y avait. C'est-à-dire, je trouvais que les scénarios étaient un peu longs, un peu complexes. Je voulais un truc un peu plus grand public, voilà. Donc j'ai voulu y mettre un petit peu mon grain de sel, quoi. Voilà. C'était pas du tout une commande. Hein. Mais qu'un des trucs qui là, à titre personnel, moi que j'ai bien aimé dans Time Stories, c'est vraiment ce que t'évoquais aussi sur il y a des gens qui ont adoré, il y a des gens qui ont détesté. J'ai pas fait tous les scénarios, mais presque. Et il y en a que j'ai adoré, il y en a que j'ai détesté. Ouais. Il y a un truc assez personnel, je trouve, dans les scénarios. Tu sens que ça a été fait par des personnes différentes. Oui. Et je trouve que c'est une vraie force que d'autres jeux à scénario n'ont pas réussi à avoir. Et sans cahier des charges très précis, en fait. Ouais. Il y a pas de cahier des charges sur la création? Du tout. D'accord. Du tout. C'est juste à l'envie de l'auteur. À part que ça reste dans les limites du raisonnable, sachant que c'est le scénario de la boîte de base qui est le plus limite, quoi. Avec le perso camé, avec la cam qui donne des bonus, tout ça. C'est vrai, j'avais oublié ces éléments. Ça, c'était encore un tout petit peu limite, quoi. D'accord. Qu'est-ce que finalement, tu vois, quand tu disais tu crées plus aujourd'hui, t'as quand même en fait des élans de création, que ce soit sur des trucs déjà faits ou pas, mais genre. Ouais, mais c'est du développement, donc c'est donner des idées pour des jeux qu'on sort chez Space Cowboy, et chacun apporte sa pierre à l'édifice, ou alors c'est moi qui apporte toutes les pierres, mais à la base c'est le jeu de l'auteur, donc voilà. D'accord. Et sur ça, toi, Vas-y. Sur ça, t'es assez libre. Conan, c'était pas chez les Space Cowboy. Comment ça s'est passé? C'est Fred Henry, toi, t'avais joué au proto et tu t'es dit ah cool, j'aimerais bien faire un scénar. On t'a proposé. C'est surtout que je m'entendais très bien avec Fred Henry. En effet, je suis peut-être pas censé avoir le droit de le faire. Bon, je l'ai fait, mais oui, j'ai évidemment une clause de concurrence. Parce que donc là, travailler pour une société qui était pas, c'est un truc, voilà, c'est une fois en 30 ans, ça va, quoi. Oui, en 2 ans. On t'a pas viré pour ça. Ça va, ouais. Ça va, mais surtout que c'était avec l'accord, évidemment, des hautes autorités. Oui, non, parce que sinon, je pense, enfin, t'imagines si ton nom à une autre boîte. Si demain, chez Asmodee, ils apprennent que j'ai sorti un jeu chez Yellow, je pense qu'il y a un souci, il y a un gros souci, on est d'accord. Hein. Donc non, évidemment, c'était fait avec l'accord, mais oui, en effet, c'est pas, je ne peux pas le faire ou quand je le fais, c'est bénévolement ou pour des sommes, par exemple, pour les Devil Pigs. J'ai essayé, j'espère que j'ai réussi à peu près, à réécrire, à rassembler les différentes règles qu'il y avait dans tous leurs suppléments. Je me suis fait payer un resto, quoi. Parce que, ça va. Non, mais c'est aussi que je ne peux pas toucher de l'argent. Oui, bien sûr. Tu vois, puis après, il faut pas qu'ils le mettent en couverture, un truc dans ce genre. Enfin, oui. En fait, c'est que mon nom, il appartient un peu. Oui, c'est une forme de marque aujourd'hui, quoi. C'est ça, ouais. En dehors du JDR, du coup, parce que INS, la réédition, c'est Black Book, si je dis pas de bêtises. Non, c'est Rise Dead. C'est Rise Dead, pardon. Et c'était c'est quelqu'un qui travaille depuis 15 ans chez Asmodee. D'accord. Donc de toute façon, ça a été fait en accord avec Marc. Et puis, pareil, le lien était direct, et donc on peut devoir faire un scénario de D'ailleurs, c'est un jour, Asmodee mais qui a pas envoyé un les colis, donc si tu veux, voilà. Le lien est plus que direct. Non. Et puis d'ailleurs, quand on l'a mis en boutique, c'est Novalis qui le diffuse, encore maintenant. Donc voilà, le KS a été fait par Jeff, mais de toute façon, c'est distribué par Novalis. Donc, et puis d'ailleurs, Conan était distribué par Novalis aussi. Je pense que oui, voilà. Donc maintenant qu'Asmodee est aussi une entreprise plus vaste, on va dire, c'est aussi... Asmodee n'est qu'une société de distribution. Il y a plus de jeux brandés Asmodee qui sortent. Oui, il y a que des studios. Tous les studios. Et donc, sachant que tout ce qui se vendait énormément chez Asmodee avant, c'est Zygomatic maintenant. Que ça soit Time's Up, tout ça. Et donc sur ces questions de presque auteur en interne, pour bien comprendre, et donc sur la galaxie Asmodee, on va dire, tu disais je pourrais jamais faire un jeu chez Yellow, mais on pourrait te voir faire, je sais pas, une extension des Aventuriers du Rail ou de Seven Wonders, parce que maintenant ça fait partie du lot. Tout à fait. Ok.
Tu vas-y, balance le prochain. Tu veux pas faire cette question? Ouais, c'est bizarre. Non, je l'aime bien parce que c'est moi quand je suis là. On vient de le dire finalement en disant que c'était une marque plus C'est ça, ou moins, ouais. Et ça. tu l'as évoqué aussi un peu sur tes débuts dans le JDR, mais moi quand je suis arrivé dans le milieu, je pense que t'es un des premiers auteurs dont j'ai entendu le nom. En Ouais. mode, ah mais ça c'est un jeu de croc. Et effectivement, il y a Alors un qu'à part le truc, jeu de rôle, j'ai fait que 3 jeux. Hein. Ouais, Ça, c'est le vrai, truc, mais en fait. pourtant, t'as tu le disais toi-même, un côté presque marque, aussi parce que t'es quelqu'un qu'on voit régulièrement. Je pense au moment où t'étais pas mal chez Trick Track, ou du moins t'es connu dans le milieu, au-delà de ta création aussi par ta personne. Est-ce que c'est un truc que toi t'as voulu développer? Est-ce que c'est le hasard des choses? Comment est-ce que ça s'est passé au niveau de cet aspect communication, on va dire? Oui, c'est quelque chose qu'on a consciemment développé à l'époque du jeu de rôle. Mais depuis, ça n'intéresse plus personne, je pense. Ça, Je pense pas les acheteurs. Oui, pas l'acheteurs pas, final. Oui, bien sûr. dans le mainstream, ça reste Parce que casual l'acheteur game. final, ça- c'est un DIC, Double Income No Child, donc un jeune couple de 25 ans qui n'ont pas d'enfants, et le soir, avant de bouffer avec les potes, ils jouent à un jeu de société, machin. Et donc voilà, la croque dans ces clients-là. Ouais, ça reste, je veux dire, l'ancienne marque connue des professionnels du jeu, entre guillemets, quoi. On te reverra quand même faire de la vidéo genre chez Trick Track ou dans ce genre de contexte, parce que là, pareil, pommade à part, hein, les quelques vidéos où t'es en salon et tu te balades, je pense que c'est mes vidéos préférées de tout Trick Track. Si vous les avez pas vues, regardez-les, elles sont merveilleuses. C'est quoi. très compliqué. Tu Ok. vois, je t'ai dit avant quand on commence à enregistrer, Ouais, il y a des qui me trucs. dérangeaient. Ça, ce sujet-là me dérange vraiment. Donc, Bah, je n'en parlons pas, alors. Je peux Ok. pas y répondre. Ouais. Ok. C'est compliqué. J'aimerais bien. Ok. Moi aussi. 2013, création des Space Cowboys. Oui. Comment ça se lance? Comment l'idée se vient? Est-ce que c'est toi? Est-ce qu'on te la propose? Est-ce que tu... Ah bah à la base c'est Marc qui un jour sonne, me dit, alors c'est le super secret de Marc, tu sais, c'est généralement le vendredi soir il vient de voir, il fait, tiens quoi, faut que je te vois, le fameux vendredi soir. je te verrai lundi. Et là pendant tout le week-end tu te dis je suis viré ou qu'est-ce qui se passe ou on fout tous mes jeux au pilon et puis lundi c'était tiens tu veux aller voir le concert d'ACDC avec moi? C'était ça que tu voulais me demander vendredi, pourquoi tu me l'as pas demandé vendredi? Et donc à Essen il me dit tiens Croc dans le week-end faut que je te parle. Plutôt maintenant peut-être que dans le week-end parce On va que attendre, on va c'est pas Essen, attendre. donc en fait et donc il me fait et si on se barrait je dis on se barre, bah il me dit on refait un petit truc à côté entre nous. Et il me dit typiquement alors ça serait toi, moi, puis Philippe parce que sinon on va pas bosser donc faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui nous engueule. Ah, sympa pour Philippe, hein. Et puis il me fait ouais, et puis il y aura aussi Cyril, il y aura aussi Seb, tout ça. Alors moi Cyril et Seb je les connaissais pas tellement. Je lui dis mais ça va comment? Il me fait bah tu prends tes cartons, tu dis rien vendredi soir et puis ouais, lundi tu reviens pas. Alors ceci c'est ce qu'on a fait, hein, donc c'était pas, c'était un petit peu. Voilà. Et donc et on pensait plus rien faire de notre vie. Et sauf que et donc là vraiment je me suis dit ça y est, Marc il s'est calmé. On va rien foutre, on va écouter de la musique, on va jouer à Machiavelli et à Britannia, ça va être tranquille. Bim, premier jeu, Splendor. Voilà, Ah, et c'était de ma faute, hein, d'accord. Voilà. Pourquoi c'est de ta faute? Bah parce que c'est moi qui l'ai trouvé. Ah. Parce que ouais, parce que je sais pas, parce que si ça avait pas marché, peut-être qu'on se serait planqué et que voilà, et on aurait été tranquille. Et là, on n'est pas tranquille. Comment ça se passe d'ailleurs la trouvaille du proto? Parce que quand on est une maison d'édition le premier jeu, c'est un peu le plus dur à trouver. Alors non, le premier jeu, ça devait être Time Stories, c'est parce que comme Splendor a été entre guillemets, si facile, bien que ça ait mis... Il y a un 2 ans. temps entre Time Stories et Splendor quand même. Hein. Ouais, mais alors qu'on a trouvé Splendor bien après Time Stories. Hein. Ah oui, C'est d'accord. que ça a été très vite, quoi. J'étais au salon à Toulouse, là, où ils font un truc pas con. C'est-à-dire que t'as tous les mecs qui font leur jeu, là, dont il y a plein de trucs qui sont pas terribles, hein. Enfin, voilà. Les protos, les off. Alors, le off, c'est encore pire, mais bon. Non, je peux pas faire ça. Si. Donc, vous savez, là, Vas-y, balance. Meilleure introduction. alors, c'est un autre éditeur qui m'a conseillé de faire ça, je ne donnerai pas son nom, Ah parce que d'accord. je le respecte. Il me dit surtout au off de Cannes, tu ne t'arrêtes jamais et tu ne croises jamais un regard. Oh là Sinon là. t'es mort. Et ceci dit, ça m'est arrivé. Il y a un mec, son truc, ça avait l'air bien. Je lui dis, c'est quoi la durée du jeu? Il me dit une demi-heure. Oh là là. Je m'assois.
L'erreur. 2h30 après, j'y étais encore. Et le problème, c'est que aussi bien le mec, tu lui dis ton jeu, j'en veux pas, j'en ai rien à foutre, mais une fois que t'es assis, bah t'assumes parce que tu peux pas. Enfin, moi, me barrer, s'il y a vraiment un truc que je peux pas faire, c'est arrêter une partie en cours, quoi. Ouais. Et donc, ce genre de traquenard là, c'est. Enfin bon, bref. Donc à Toulouse, ce qu'ils font de malin, c'est qu'ils font des poteaux où chacun présente son jeu. Ah oui, c'est vrai. Des poteaux. Et ouais, t'as une espèce de sell sheet comme font les Américains, sauf que là c'est fait un D'accord. peu à la one again, à la française quoi. Puis je vois un truc, voilà, durée de partie moyenne, moyen. Je dis bah tiens, je sais pas. Le jeu a l'air moyen, allons-y. Le genre est moyen, allons-y. Et puis j'y joue, et puis je sais pas. Je me dis bah c'est juste génial. Voilà, tu prends des jetons, avec les jetons t'achètes des cartes, avec ça t'as des réducs. C'est fou parce que je Splendor, me c'est suis comme dit- très aride comme jeu, je trouve, au début. Hein, Donc je me la suis première dit, partie, hein. tiens, il y a peut-être quelque chose. Et le nom du projet, c'était le Spiel. Alors, sauf que le Spiel de 2 ans avant, vu qu'on a quand même mis longtemps à le faire. Et voilà, quand il a été nommé au Spiel, j'étais très content. On a réussi, enfin j'ai réussi qu'une fois. Les autres jeux, c'était pas. J'y croyais pas autant. Et puis là, puis après le petit coup du Spiel, comme on s'est quand même à l'envers, on est très bon perdant, mais je me suis quand même senti voler. Donc voilà, je ne suis pas très. Bah après l'avoir raté 3 fois, t'es. Est-ce que C'est dur. c'est cherché? Alors, Non, c'est pas cherché. Non, tu d'accord. peux pas. Enfin. Non, mais Théo me disait, il y a plein d'éditeurs aujourd'hui qui. T'imagines bien que tu peux pas le faire. Non, mais exprès. Théo me disait, il y a plein d'éditeurs aujourd'hui qui cherchent des jeux qui sont spielable. Speedball, ouais, tout à fait. Moi, j'y crois pas. Moi non plus, parce que Ça me paraît fou, mais après, pourquoi pas? aujourd'hui c'est très complexe, mais il y a. En fait, c'est plus, il y a des trucs où tu te dis, ça passera jamais au Spiel. Et Ouais. donc, je sais qu'il y a des éditeurs allemands qui se disent, bah non, ça rentre pas dans notre catégorie. Et donc, c'est mort, quoi. Je sais qu'il y a des éditeurs allemands aussi qui disent, bah là, on cherche un truc catégorie Kinderspiel ou catégorie Ouais. Kennerspiel, quoi. Et qui sont vraiment dans une croyance d'avoir des grands blocs, mais bah, il y a plein de gagnants qui ont démontré que c'était pas le cas. Nous, pas du tout. D'accord. Du tout. On choisit des jeux, on cherche toujours à qui on va le vendre. Ça, il n'y a aucune discussion là-dessus. Bien sûr. Et Non, mais ça, c'est une évident. étude de Mais marché, par c'est contre, normal. le Spiel, D'accord. non, il Ok. n'y a pas d'étude de marché, tu rigoles. On cherche Tu à qui on doit le Tu vendre. vois, Ah, ça c'est une forme coûte- d'étude de ça coûte un marché. focus group, pas de focus group, nous. Non, mais c'est une forme C'est d'étude de marché en disant, ok, le client final, Oui, ça c'est va être ça. Mais Donc on sait que c'est complètement blaire. Hein, c'est pas. Mais C'est génial. on réfléchit beaucoup, mais on paye pas de focus group. D'accord. J'aime bien le on réfléchit beaucoup, mais en gros, bon, c'est pas. Si, ça va non, vite. on réfléchit beaucoup, mais c'est très empirique, quoi. D'accord. Je trouve ça trop fort. Mais oui. Ok, aujourd'hui. Vas-y, vas-y. Juste une petite on n'aurait parenthèse jamais sur sorti Bellassara et les poneys poussières, tu sais, les poneys poussières. Évidemment. C'était quoi les poneys poussières? Tu sais, les petits poneys en espèce de moumoute, là. Je connais pas, ça, c'est quoi? Alors Bellassara, c'était les cartes de chevaux, là. Ouais, ça Ouais. je vois, ouais. Alors, je vous raconte une blague à propos des trucs de chevaux. Vas-y, Bien sûr. Toujours. On avait fait une à propos de comment gérer les mails dans une entreprise. Faut le faire très attention. Pour le concours Bellassara, on avait dit qu'on offrirait un poney à des gens. Ou l'équivalent en thune, évidemment. Mais bon. Ouais. Et il y a une assoce de protection des animaux qui nous est tombée dessus. En disant, ouais, c'est scandaleux d'offrir un animal vivant, blablabla. Donc, le sympathique, je le cite, Nico Benoît, spécial dédicace de Chasse-Modé, répond à la personne qui a reçu le mail, eh ben, t'as qu'à lui dire que tant pis, on annule et on envoie le poney à la boucherie. Oh putain. Et l'autre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait transférer le message. Bien sûr, répond, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il faut faire. Voilà, enfin bon, voilà. Et puis, mais pas eu de réponse de l'association, donc c'est tant mieux. Ils ont dû Mais- comprendre que c'était une Je blague. sais hein. pas. J'espère Mais, pour eux. Et pour comme sponsor de Bellassara, on avait la nana du truc. C'était quoi ce feuilleton? Pantière, là. Tu vois qui c'est cette nana? Quoi? C'était quoi le truc? Une série télé avec des gamins qui chopaient des pouvoirs de super-héros, là. C'est français? Non, Save the Princess, là, machin. Ah, Heroes? Heroes. Il y avait Ah, c'était oui, Save the elle était Girl, venue, cheerleader. Cheerleader. Elle est cheerleader. Elle était venue Bon. dans un salon à Paris.
La cheerleader. La cheerleader. Comment ça s'appelle? J'ai plus Donc elle était Hayden Panettiere. Ah oui, c'est ça. Oui, Et donc elle était avec sa mère, donc t'avais pas le droit de lui parler. Tu parlais qu'à la mère qui après 10 ans parlait à sa fille. Et elle avait 20 personnes autour d'elle. Genre normal. Un machin, alors que c'était une sous-merde de série télé pourrie quoi. Oh, t'es Une dur. vraie star. T'es dur. Pas, Et elle était passionnée par les chevaux ou comment elle est Elle était passionnée par l'argent. Non, Ce qui est l'un dans l'autre. C'était déjà le sponsor de Bella Sarah aux États-Unis, Ok, je crois. d'accord. C'est pour ça qu'elle était venue. Bon, mais alors on n'a pas retrouvé le nom de ces petits poneys poussières là. Je vois pas du tout, non. Ah, c'est dans une espèce de pochette, t'avais un tout petit poney en figurine en Oui, moumoute. mais c'est le truc que tu vois aujourd'hui en les Lego C'est pas figurines, quoi. Polly Tu vois, c'est pareil. Pocket, C'est les oui, trucs c'est ça, pareil. C'est pas les pet shops. Non, c'est encore autre chose, mais ça, non, mais c'était dans en ce- dans ces poussière. genres-là, Les en pet poussière. shops, ils sont en poussière. Enfin, c'était des petites moumoutes sur le... On retrouvera ça. Ouais. Vous chercherez, hein. Vous chercherez ces petits poneys. Tu avais une question avant que je prenne la suite. Ouais. Du coup, c'était. Ah non, c'était une parenthèse, mais Vas-y. sur le Spiel, du coup. Ah. Pareil, c'est pour les gens qui veulent avoir l'envers du décor. Trick Track avait fait une très bonne vidéo, parce que c'était une année très particulière pour le Spiel, puisque les nommés cette année-là étaient, je le redis, pardon, Camelop, Concept et Splendor, et la communauté francophone entière était genre... Bon, Camelop, c'est oubliable, mais est-ce que c'est Splendor? Est-ce que c'est Concept qui va gagner? C'est les Belges contre les Français, il se passe un truc, ça va être deux jeux extraordinaires. Et voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Donc Trick Track, je pense, un peu persuadé que l'un ou l'autre allait gagner, s'était déplacé pour faire un cover edge. Et pour ceux qui n'ont pas la fin de l'histoire, c'est Camelop qui a gagné. Et donc il y a une vidéo très complète de Trick Track qui est pendant la cérémonie, qui est assez intéressante et qui a vraiment ce petit côté moment d'histoire, quoi, en tout cas. Ça vaut le coup de la retrouver et de la regarder. Tu m'étonnes. Pour revenir sur les Space Cowboys, aujourd'hui, parce que tu disais ton butin de salaire, tu sais pas quel est ton rôle à l'époque, mais aujourd'hui, tu connais ton rôle à l'époque, enfin de maintenant Chef sur de Space- produit, je crois. Mais ça veut rien dire. Je hein. crois. Ça veut tout dire et rien dire. Normalement, Hein. quand je dois faire un papier officiel, j'écris clown d'entreprise. Clown d'entreprise, Ouais. t'écris vraiment ça? Ou ancêtre vivant. Pour Living Ancestor, les nains de Warhammer 40 000, où il y en a un vieux sur un trike là, Ouais, qui d'accord. parle plus, donc c'est Living Ancestor ou clown d'entreprise. Mais sur ma feuille de paye, il faut écrire d'autres trucs, donc... Tu pourrais très bien mettre clown d'entreprise sur la feuille de paye. je Hein. sais La parler, pas. c'est la RH, c'est ok, y a pas de Je sais problème. pas, ouais. C'est pas un poste, mais pourquoi Mais si tu devais résumer plutôt tes tâches que le nom, du coup, Ouais, c'est, du coup, qu'est-ce que tu fais concrètement aujourd'hui Alors, pas déjà- pas au jour le jour, mais dans l'idée. Je reçois, je cherche des jeux, pas assez, parce que il faut que je me fasse violence pour que ça soit le cas. Donc sourceur, Donc sourceur, je lis les règles de tous les jeux que je reçois. d'accord. Ça veut dire en moyenne une vingtaine par semaine, par internet au moins. Et après, ce qui me semble digne d'intérêt, je demande un proto. Une fois que j'ai le proto, j'y rejoue tout seul dans mon coin. Et après, je fais jouer aux gens du bureau. Ça, c'est une partie du travail. C'est pratiquement 50% du travail. Oui, j'imagine. Et ensuite, une fois qu'un jeu est choisi, j'essaye de l'amener. Je ne veux pas dire améliorer, parce que c'est pas toujours le cas. C'est l'amener vers là où on veut qu'il aille. Et c'est toi qui donnes la vision? C'est le Ah studio? non, c'est non, comment non, on me dit que D'accord. faut que ça plus ci, plus ça. Moi, j'ai pas de vision. Hein. Je joue non, mais enfin voilà, les jeux auxquels je joue au quotidien chez moi, c'est pas ces jeux-là. D'accord. Donc Mais tu connais quand même le marché aujourd'hui. Ah bah non seulement je connais. T'as quand même un peu l'idée de savoir où tu dois donner un jeu. Oui, et je pense que Parce que c'est quand même vachement réducteur sur toi. un de mes seuls talents, peut-être le seul même, hein, c'est d'arriver à distancier totalement ce que je pense de ce qu'il faut. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui y arrivent. D'accord. Ça veut dire dire que sa propre idée elle est merdique, ça veut dire que tel jeu il me plaît pas du tout, mais il faut le sortir absolument. Et en être sûr et le défendre bec et ongle, alors que je sais que je n'y jouerai moi personnellement jamais. Ouais. Et j'y arrive et ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est un métier. Un métier D'accord. ou un talent. Mais voilà. Et C'est déjà pas mal. voilà, c'est ça. Parce C'est déjà que... un sacré métier, je trouve. Non, oui, non, mais d'accord. Mais parce que je vois beaucoup de gens qui travaillent trop à l'instinct et donc qui, 32 ans après, ne sont plus là. Qu'en fait, t'es en toujours. train de décorréler le côté passionné du côté Non, parce que si concret, quoi. si j'avais été passionné que de Gore, l'âge des dieux et de claustrophobia, Tu serais pas là je serais aujourd'hui. au chômage depuis 10 Ouais, ans. voilà.
15 ans même. Non, mais c'est intéressant parce que du coup, ça reste un débat dans le monde du jeu de société qui est quand même dur. C'est on a envie de travailler dans sa passion, donc on se lance là-dedans. Mais au final, au quotidien, c'est pas forcément ce que tu vends pour toi-même, quoi. Oui, alors c'est déjà ça. Mais attention, moi, je ne travaille dans le milieu du jeu qu'à cause des gens qui s'y trouvent. Donc côté humain, on revient souvent. Moi, il n'y a côté humain. je n'ai aucun attachement envers des jeux, envers des sociétés, je travaille avec les gens avec qui je travaille. D'accord. C'est la seule chose qui m'intéresse. Discuter du jeu que je préférerais, un jeu dont je serais passionné et je serais obligé de travailler avec un connard, je ne le ferai pas. D'accord. Alors que je peux parfaitement travailler sur les jeux au dos des paquets Vico. Si la personne avec qui je travaille, je kiffe de travailler avec elle. Il n'y a pas de souci. C'est marrant parce que du coup, même sur le côté, toi qui es indépendant, Théo, finalement, on retrouve un peu ça, ce côté. Tu pourrais faire ce que tu veux et finalement tu travailles sur des jeux qui en général te passionnent et te donnent envie de créer. Mais ce côté humain de si je dois co-autorer, c'est pas un verbe mais compris, avec quelqu'un, je préfère le faire avec. Enfin, c'est ce que tu cherches, quoi. C'est la bonne entente, le bon échange et la passion, quoi. Et aussi du côté éditorial. Moi, je sais qu'il y a des éditeurs dont j'estime le travail, mais avec qui j'aurais jamais envie de travailler, parce que j'aime pas les personnes qui travaillent là-bas. Oh là, attention. Non, il n'y a pas forcément parce que je les considère pas comme des personnes sympathiques ou intéressantes, juste parce que je sais que ça marcherait pas en termes de boulot, ou il y a quelques personnes que j'aime pas. D'accord. Et en fait, travailler, justement, quand t'as un peu de liberté à ce niveau-là, travailler avec des gens que, si je peux éviter, j'évite, quoi. Donc, et à l'inverse, je peux bosser avec des structures d'édition un peu plus modestes, un peu plus petites, parce que je me dis, bon, c'est bidule, je l'aime tellement, on va tellement passer un bon moment, on va bosser sur ce jeu, ça va nous prendre 2 ans, à un moment on va s'appeler toutes les semaines, il faut que ça soit cool. Ok, je vais proposer mon proto que j'aime bien à truc parce que vraiment ça va être trop bien, quoi. Alors par contre, attention, je peux aussi parfaitement. Alors j'aime aussi bien les petits bricolages, les petites mécaniques, la petite relecture, l'écriture de règles, des choses dans ce genre-là, des trucs purement personnels et très techniques. Et là, je le fais d'ailleurs en ce moment, je peux parfaitement travailler sur un jeu de quelqu'un que j'apprécie pas tellement, mais parce que le jeu lui-même, la technique du jeu m'intéresse vraiment, donc je vais travailler dedans sans tenir compte de qui l'a écrit ou quoi que ce soit, quoi. C'est pas... Il y a pas de... Ça c'est aussi quelque chose que je peux faire. Mais à partir du moment où je dois partager avec des gens, c'est les gens avec qui j'ai envie de partager, donc les gens qui travaillent en fait, chez Space Cowboy. On décorrèle le côté tu travailles avec un auteur avec qui ça va être un temps donné qu'avec ta société dans laquelle tu travailles et qui tu travailles tout le temps et tu vas rester longtemps avec eux. Donc ça paraît cohérent. Il faut voir aussi qu'il y a aussi beaucoup de créateurs, particulièrement allemands en général. Ils te livrent un jeu et après ce que t'en fais, ils s'en foutent un peu. Enfin, ils s'en foutent un peu. Il y a aussi la barrière de la langue, la barrière de la distance, tout ça. Puis ils ont pas le même humour, voilà. Et donc, t'as pas de plaisir à échanger avec eux. Et donc, tu te retiens sur la technique pure de ce que tu fais. Et voilà. Et ça, c'est évidemment très très intéressant. Tu nodais de la tête en disant quand il parlait de jeux allemands, de proto-allemands. Ouais, il y a vraiment cette école, pas que chez les Allemands, mais aussi chez des anglophones, quoi, de ce côté, effectivement, de mon jeu il est signé, mon travail il est fini, en fait. Là, il lâche la bride, quoi. C'est ce côté-là de, oui, l'éditeur il va développer s'il développe, s'il veut qu'à la fin mon jeu compétitif il soit semi-coopératif et qu'il va bosser dans ce sens-là. Ouais, je m'en fiche, c'est bon, c'est lui qui bosse dessus, quoi. Là où moi j'ai plus été éduqué, on va dire, formé par ce côté de c'est un travail d'échange, on est en relation profonde avec l'éditeur, on discute de chaque changement et il y a cette relation plus fusionnelle. Mais je suis pas certain que Rainer Knizia il ait des contacts réguliers avec tous les éditeurs avec qui il bosse en même temps, par exemple. Mais du coup, c'est un travail, c'est un changement d'état d'esprit dû à quoi? À la barrière de la langue ou juste le fait que c'est comme ça qu'ils travaillent en général? Ça dépend des gens, surtout. Aussi, oui, c'est vrai. Ça dépend des gens. D'accord. Je crois que c'est Bruno Feluti qui dit qu'il y a 2 sortes de créateurs, ceux qui pondent et ceux qui couvent. C'est exactement ça, c'est que et c'est pas ceux qui veulent en faire leur métier, pas du tout. C'est certains ils font un jeu puis après t'en fais ce que t'en veux, et puis certains ils sont dans le dialogue, dans le et voilà, ça dépend. Ça dépend des gens. J'en parlais il y a pas longtemps avec Romain Caterjean qui est un de mes co-auteurs sur Monster Café, et on a eu un très long Skype un peu philosophique sur pourquoi est-ce qu'on est auteur, qu'est-ce qui se passe, etc. Et on parlait du moment où c'est fini et du moment où t'as réussi.
Et on s'est rendu compte qu'on avait un désaccord vraiment profond sur ça, où lui, quand il a signé son jeu, pour lui, c'est une réussite. Alors que moi, c'est quand le jeu est sorti que pour moi, c'est une réussite. D'accord. Il a sorti la beaucoup de jeux. 5, je pense. Ouais, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeux qui sont signés puis qu'après ils sortent pas. Oui, donc, oui, il y a ça je aussi. pense que c'est toi qui as plutôt raison. Mais hein. c'est lui, presque ça serait pas important pour lui que ça sorte pas derrière. Il y D'accord. aurait ce côté de Ouais. bah c'est bon, j'ai fait mon boulot, j'ai rendu, je l'ai fini à ce moment-là. Alors que moi, c'est vraiment quand les gens commencent à jouer où là, je me dis ok, j'ai ce petit Puis au rush moment où tu de touches tes c'est sous chouette. quand même, parce que c'est quand même un métier. Ça aide aussi. Ouais. Ouais, ouais. Ah, d'accord, et d'où la Encore plus loin. ponte et la couve, comme tu disais, Ouais. du jeu. C'est marrant, c'est intéressant. Ok, on arrive sur la fin de ce magnifique conducteur. Question, je veux dire, à peu près basique là-dessus, mais comment ça se passe la relation auteur-éditeur chez SS Cowboy? Tu le disais un peu, vous aimez travailler en humain, mais est-ce que quelqu'un vous présente un jeu, ok, vous êtes ok pour vous le signer, et du coup il y a le développement derrière, il y a beaucoup de relations d'échange entre l'auteur et l'éditeur Alors, ou... À une époque, on signait le jeu et on commençait le développement après. Et le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de jeux que finalement on n'a pas sortis après parce que on perd la flamme ou alors, enfin voilà. Et puis tout ce qui traîne se salit, donc il y a un moment le truc qui prend du retard, et puis voilà. Mhm. Et donc maintenant, généralement, alors je sais pas comment ça s'appelle techniquement, un truc, tu le sais toi, un truc de pré-contrat. Le contrat de réservation. Ouais. Contrat de réservation, voilà. Donc là, on dit voilà, pour le jeu, il est bloqué 1 an ou 2 ans. Pendant ce temps-là, on le développe, on le travaille, et après, éventuellement, on signe un vrai contrat. L'avantage qu'on a nous, Space Cowboy et anciennement Asmodée, c'est que les gens savent qu'on n'est pas des malhonnêtes, donc on va pas leur piquer leur jeu. Mais il arrive en effet qu'il y ait des jeux qui sortent pas pour plein de raisons, plein de raisons. Principalement par le fait que on essaye de sortir de moins en moins de jeux. Nous, au moins, on essaye. Il y a une L'industrie, raison en général, pas vraiment, mais... Il y a une raison à ça? Le fait de vouloir sortir moins de jeux, essayer de laisser plus de respiration aux jeux qui existent pour qu'ils essayent de une forme vivre. de moins de canaliser ses propres jeux. Des evergreen, ouais. c'est-à-dire des trucs qui, au moins, un an après, on en parle encore. Et oui, voilà, il y en a tellement peu que... nous, on a la chance d'avoir Splendor. Puis après, il y a des jeux qu'on a, évidemment, les trucs qu'on a récupérés, Jaipur, des choses dans le genre. Et puis des jeux qui vont peut-être avoir du succès par la suite. Time Stories, il a duré, mais aussi il a duré parce qu'on l'a alimenté. Oui. Voilà, des choses comme ça qui sont très difficiles à faire. Et des jeux dont on était très fiers, très fiers, par exemple Elysium, qui a eu un succès très correct. Et le machin, il a disparu parce que parce qu'il y a trop de concurrence, c'est trop de machin. Et puis s'il y a trop de concurrence, c'est qu'il était pas assez bon. Hein. Enfin, après, faut pas. Et ça, c'est triste quand on travaille vraiment très longtemps dessus, quoi. Et donc on essaye de donner plus de chance au jeu. Aussi parce que Asmodée maintenant recense plein de studios. Donc si chaque studio devait sortir un jeu tous les 2 mois. Il en sortirait 3 par mois et machin, donc voilà. D'où la corrélation entre les studios. Il y a de plus en plus de cohésion. C'est ça qui a amené la dernière revente d'Asmodée, a amené vraiment une cohésion, un début de cohésion entre tous les studios pour pas sortir les énormes succès en même temps, des trucs dans le genre, qu'avant c'était le bordel couvré. C'était difficile, quoi, très difficile à organiser, parce que à la base on était tous des villages de Gaulois, tu vois, on était tous dans le coin, et donc je sais ou je me doute qu'il y a aussi des auteurs qui peuvent être choqués par le fait que on mette très très longtemps à travailler sur les jeux, pour que des fois, au final, au lieu que le jeu soit sorti, il est annulé. Parce que, à force qu'on les triture dans tous les sens, ça le fait pas. Le problème, c'est que c'est notre façon de travailler. Il y en a d'autres qui ont une totale autre façon. Je donne un exemple, et c'est un jeu auquel je tiens beaucoup, donc je vais pas... Tant pis, je cite une autre marque, c'est pas très grave. Je pense que ça leur fera pas ombrage. Knizia nous avait envoyé un jeu qui s'appelait, je ne sais pas quel nom, mais qui s'appelait Archipelago. Donc on a travaillé dessus pendant 1 an et demi. On a fait plein de modifs, plein de trucs, mais vraiment
Sébastien, il travaillait encore avec nous, il avait fait des protos, il échangeait les thèmes, voilà, des trucs de fou, quoi. Au final, on l'a pas fait. Knidia l'a signé chez Blue Orange en 1 mois, il s'appelle Blue Lagoon. On a dit à Knidia, tout ce qu'on a fait sur le jeu, on te le donne. De toute façon, ça, on le fait toujours. D'accord. Quels que soient les modifs qu'on a fait, tout est offert, entre guillemets. Ça ne m'étonne pas que Rainer a dit à conserver son jeu de base. Son jeu, il est sorti exactement comme le proto qu'on avait envoyé. Quelles sont les ventes de Blue Lagoon, je sais pas. J'y ai rejoué, je crois que c'est pas très bien. Mais bon, voilà, c'est pour ça que je veux pas trop mettre Blue Orange dans le truc. Enfin, c'est pas du tout une accusation contre eux. Hein. Et il y a plein de gens qui éditent des jeux comme ça. Enfin, et c'est vrai que nous, non. Alors peut-être qu'on aime trop les jeux, je sais pas. non, mais tu vois, enfin, des fois je me dis, tiens, parce que un jeu est toujours rentable. C'est-à-dire que t'en fais 3000, ton jeu tu le vends obligatoirement. Donc, hop, t'en sors un tous les mois, des trucs qui te plaisent, ils arrivent, tu les mets en page, tu réécris les règles, tu les vends. Mais sauf que ça, on l'a fait à une époque, à Asmodée, à l'époque de... On va pas citer de là, par contre, je veux pas citer de nom de jeu, parce que ça serait pas sympa pour les auteurs, mais... Et puis, il y a une époque, on sortait un jeu par mois, quoi. Qu'est-ce qui reste de cette époque-là ? Rien, même pas l'âge des dieux. Donc, tu vois, je me mets dedans, y a pas de souci. Voilà. Donc, et un autre jeu dont j'étais hyper fier, Invasion, c'est-à-dire Fire and Axe des Ragnar Brothers, là, un jeu qui s'appelait Invasion, un truc sur les Vikings. Ouais. Bon, j'avais travaillé comme un dingue là-dessus pendant 1 an. Alors après, sur la couve, on a foutu un Viking qui était en train de vendre des pots à un pauvre type. Alors évidemment, comme les mecs, voilà, bon. Faut pas s'étonner si ça a pas marché. Hein. Et voilà, ça a pas marché. Et pourtant, voilà, et c'était à l'époque où les jeux ils sortaient. Donc voilà, là maintenant, on essaye de réfléchir. Alors, est-ce qu'on réfléchit trop ? Est-ce qu'on réfléchit pas assez ? Et puis il faut savoir aussi que d'année en année, on change d'attitude. À des moments, on fait des trucs, à des fois, on fait d'autres, parce qu'on se cherche, parce que... Oui, puis le marché évolue, puis il y a plein de choses qui font que, bien sûr, mais... Et puis personne n'a trouvé la recette du super jeu, hein, de toute façon, donc... Oh non, encore. Un éditeur qui n'a que des succès... Non, il n'y en a pas. Ah oui, d'accord, dans ce sens-là, oui. C'est ça dont je parle. Oui, compris. Ok, dernière question, quel est, mais tu as un peu dit, mais quel est le meilleur moyen de vous présenter un proto, pas au off, ça on l'a entendu. Et avec en tête, du coup, se fait de se dire, ok, d'avoir jamais vraiment sur un salon, jamais au off. Envoyez les règles à mon adresse mail. Je lis tous les jeux qu'on m'envoie. Et tu réponds à tout le monde. Et je réponds à tout le monde. D'accord. Ce qui est déjà fort. Je réponds à tout le monde. Par contre, après, quand on me réécrit, je ne réponds pas. Parce que je peux pas commencer un dialogue parce que j'ai pas le temps. C'est-à-dire que les gens, la plupart des trucs, c'est qu'est-ce qu'il faut que je rajoute, qu'est-ce qu'il faut que j'enlève. Oui, des demandes de conseils, c'est pas forcément ton. Ou alors j'en fais un métier, tu vois. Ouais. Mais non, je peux pas. Mais en tout cas, je réponds à tout le monde. Et puis, on va dire que un jeu sur 30 ou un jeu sur 50, je demande un prototype. D'accord. Voilà. Et quand alors évidemment, ça concerne. C'est un peu. Alors, si. Alors, l'idée du truc aussi, c'est que il y a quand même plein de gens qui pensent que créateur de jeux c'est un loisir, alors que c'est un métier. Et donc, évidemment, je ne traite pas les projets que je reçois venant d'auteurs, de gens dont c'est le travail, par rapport aux touristes qui ont fait ça pendant leurs vacances. C'est un peu dur. Mais c'est ça, c'est-à-dire que des auteurs comme Théo, là, il nous a fait chier sur les salons pendant des mois et des années à être toujours présent, à être toujours machin. Et c'est ça qui a fait que maintenant il est là où il est. Le mec, il reste le cul chez lui, qui te balance 4 jeux sur le football, mal écrit et plein de fautes d'orthographe. Eh ben non, faut un minimum de travail. Et si tu veux être dans le milieu du jeu, il faut faire jouer à tes jeux, il faut être présent partout, dans les boutiques, dans les machins. Bon, le look de Théo, là, je suis pas sûr. Mais tu peux le faire aussi avec le look. On parle de Friedman Friesel, l'auteur allemand, hein, ou même peut-être un peu moins à une époque. Hein, faut pas se leurrer. Mais tu trouves ce que tu veux comme moyen, tu fais un blog, tu fais un truc. Mais tu bosses un minimum quand même. Ouais. Et puis surtout, tu t'y consacres. Pas en loisir, c'est un travail. Alors, c'était peut-être pas le cas à une époque. Et encore, je suis pas sûr. Parce que, par exemple, on va prendre... S'il écoute, il va me tuer. Tom et Yako, tu vois, par exemple. Bisous. Voilà. Eh ben, ils étaient partout.
Donc, c'était peut-être pas du travail 8 heures par jour derrière un tableau, mais sauf que sur les salons, ils vendaient leurs petits sacs, sur les machins, petits sacs, ils étaient toujours partout. Et ça, moi, je l'ai fait à l'époque du bitume. Tous les week-ends, j'étais sur une convention, j'y allais en bagnole, machin. T'y laisses tous tes week-ends. Alors, c'est pas toute la semaine, parce que moi, en effet, la semaine, je travaillais, mais tous les week-ends. Le mec, il te dit, tiens, j'ai le successeur du Scrabble, j'ai joué avec ma belle-mère, elle adore, eh ben, va te faire foutre. Voilà. Ouais, c'est tout. Bah ouais, attends. Non, mais il y a je un vois moment, l'idée, voilà. je vois l'idée. Voilà. Et donc, il faut, si tu rentres pas, si on t'ouvre pas la porte, tu rentres par la fenêtre, t'écris, tu te déplaces, tu essayes de faire chier les gens, tu les vois sur les salons, tu fais machin. Voilà, il faut que t'existes. Faut montrer un commitment dans le game. Exactement. Exactement. Voilà. Faut être impliqué dans le truc. Ok. T'es d'accord ou pas? Ouais, tout à fait. Il y a vraiment ce truc de. Et nous, on parle souvent de l'aspect relation humaine, de rencontrer du monde. Et justement, moi, c'est un des trucs que je trouve qui existe toujours et qui est vraiment chouette. C'est avec cette implication, les portes, elles sont grandes ouvertes, quoi. Parfois, là, c'est revenu pas mal avec le Covid parce que c'était plus compliqué, mais il y a beaucoup d'autres de jeunes, dans le sens nouveaux auteurs et autrices, qui étaient genre, le milieu, il est bouché, on a accès à rien ni personne. C'est faux. C'est vraiment faux. Mon adresse mail, tu la trouves partout. Et si tu vas sur un salon et que tu dis salut, je passe sur un stand, tu vas dire bonjour aux gens, personne te dit ouh là là monsieur, sécurité, vous sortez pas. Donc Alors, globalement, si chez Games Workshop, mais. Oui. Oh là mais là. globalement, le milieu est assez alors, je accessible. les adore, quoi. mais quand on s'était fait virer, là, Je me souviens. c'était trop grand. C'était trop grand. Mais donc, il y a vraiment moyen de rencontrer du monde et c'est le meilleur moyen de se tisser un petit réseau qui va grandir au fur et à mesure et d'avoir de plus en plus accès à tout Et ça. les auteurs sont aussi pas du tout avares de conseils. Oui. Ah, Ce que je trouve hallucinant. Moi, si j'étais auteur, j'enverrais chier tous les petits jeunes, hein, mais bon. Mais non, bah, On est un bon exemple là tout de suite maintenant Il y a d'ailleurs. certains qui le font, mais non, mais voilà. Enfin voilà. Non, c'est pas bouché du tout. C'est pas bouché du tout, mais il faut voilà. Mais ça demande de plus en plus. Enfin, en vrai, ça il demande faut du se travail lever de avant de base. Il récolter, faut quoi. pas se cacher. D'accord. Il faut de l'implication. Ok. Donc du coup, tu disais envoyer des mails à Croc pour pouvoir présenter les protos. Oui. Ça reste le meilleur Ouais, moyen. ouais. Éviter de refaire le Scrabble parce qu'on l'a déjà vu. Ouais, les jeux de sport, les jeux de lettres, voilà quoi. Ok. Et le jeu qui va déboulonner tel autre jeu quoi. Bah non, non. Effectivement, S'il est là, les pires mails. Faites S'il est pas là, du c'est commercial. que- Faites pas le commercial dans votre mail. Soyez Bah ouais, soyez non, mais discret. voilà, Soyez discret. le mec qui m'envoie des sell sheets et tout, qui a prévu combien ça allait rapporter la première année et tout, je suis mort de rire. Trop fort. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que tu fais partie de la team éditoriale où tu préfères une vidéo ou Ah tu non, t'en que de fiches, l'écrit, que de plutôt l'écrit. toi Ah ouais. C'est mal tourné et les nappes sont dégueulasses. les mecs. Ah, Alors il y a des c'est- napperons, il y a du carrelage, il y a le chien qui passe derrière. Non, faites pas de vidéo. Eh, je te trouve dur. Ça fait de la peine. Non. Je te trouve dur. Le mec, il a du gras de jambon sur les lunettes. Non, c'est impossible. Du texte et sans faute d'orthographe et sans un mot anglais sur deux. J'ai vu que tu le faisais un petit peu, toi, le Ouais, game désolé. et tout. Hein, Ah, ouais. désolé. Donc, pas de mot Ah, je anglais. m'excuse, je m'excuse, t'as Pas de vu, mot je- anglais, un truc sur deux. Bien écrit en français avec le correcteur d'orthographe et tout. Voilà. Waouh. Ah bah oui. Oui. Soyons durs, soyons Non, il justes. faut savoir un dernier truc aussi. C'est que la personne avec qui on signe un jeu, la personne, on va travailler avec elle 1 an entier avec lui. Hmm. S'il n'est pas capable d'écrire un message autrement qu'alphabétique, c'est pas possible. Enfin, c'est voilà, Oui, d'accord, c'est ouais. pas possible. Et donc, voilà, c'est ça. Ouais, ça revient à la relation C'est parce que humaine je à la suis fin. vieux, c'est parce Oui, que je suis clairement, mais vieux, c'est hein. c'est important de toute façon des deux côtés. Il faut avoir un bon feeling avec la personne avec qui tu as bossé pendant 1 ou 2 ans, Oui. parfois régulièrement, parfois très très régulièrement. Donc il faut que ça se passe bien, au-delà même de l'affectif cette fois-ci, hein, mais dans les conditions de boulot, quoi. Ok. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour. Autre chose à rajouter, Théo, ou pas? Non, c'était chouette. D'accord. Merci pour cette cool émission. Une dernière anecdote, Croc Ouais, j'étais en train d'y penser, mais non, j'ai pas. Ah, ça vient pas. Non, Dommage. j'ai pas. Ok, bah écoute, déjà, Si on retrouve le nom de ces Philly, les poneys poussières. Philly. F-I-2-L-Y. Cherchez sur on est internet. en train de regarder Philly, les poneys directement poussières. par On a... Théo. Ah si. Ah si, un autre truc. Allez. Vous savez qu'à un moment, on a vendu des gommes qui étaient Oui. en forme de petits personnages et en forme de trucs. What? Non. Ouais, des petites gommes amovibles Ok. et qui devaient. Que tu mettais au bout des non, stylos, non. Alors là, les petits poneys poussières, on les voit là. Ah, vous oui, les voyez d'accord. pas, mais vous chercherez sur internet. Ok. Fabuleux. Et donc on a vendu ces espèces de gommes qui avaient un nom japonais que je connais pas. Et on avait tout prévu. On devait lancer ça en septembre. C'était tout prévu et tout ça. Alors déjà, on s'est fait choper par les douanes parce que tout ce qui ressemblait à des trucs qui se mangent,
Il fallait pas les vendre. Ouais, ça va être dangereux. Sauf que c'est les Japonais, ils bouffent tout, hein. Les crabes, les machins, les chiens, les tout. Donc il y avait pratiquement que les tournevis et les camions de pompiers qu'on pouvait plus vendre, quoi. Tout le reste, ça se mangeait, donc on pouvait plus les vendre. Et en plus, l'usine, elle était à côté de Fukushima. Ah, dur. Donc les mecs avaient dit on veut plus. Et par contre, tous les magasins et tous les importateurs pirates de Paris se sont mis à importer des trucs en forme de hamburger, en forme de glace et tout, parce que c'était les trucs qui étaient les plus cool. Irradié, ça on s'en foutait complètement vu que ça arrivait en fraude, et donc on avait monté tout un plan de com sur ces espèces de petites gommes qui allaient être super, et il y a eu une rentrée des classes où ça a été la folie partout et on n'en a pas vendu une seule, parce que soit c'était bloqué à la douane parce que ça se mangeait, soit parce que c'était radioactif. Voilà. Donc des fois on rate des trucs en fait. Mais quand tu parles de gomme, c'est quoi? C'est une vraie gomme? Non, c'est genre une gomme, genre un petit hamburger. Ouais. Mais t'as le pain du bas, la petite salade, la petite viande et le petit truc. Mais il y a un clip au milieu et donc et tu peux gommer avec, mais aussi tu peux enlever chaque morceau. D'accord. T'as pas chelou. Si, moi j'en ai utilisé pas mal pour faire des protos, ça fait alors, des belles figurines pas chères. Ce truc. Ça avait un nom, tu te souviens plus du nom de Je ça? cherche et j'arrive pas à trouver, mais des trucs. Bon, là, c'est des. Voilà, c'est un des typique. trucs comme Voilà. ça. Alors cela était totalement interdit. C'était C'est Des gommes c'est des japonaises en petits- forme des de petits sushi. sushi-maki. D'accord, ok. voilà. Vous tapez gomme japonaise, ouais, c'est cette Ah. marque-là, là, entre autres. Voilà, c'était Ah, c'est magnifique. extrêmement chelou. C'était une bonne idée quand même. L'idée, ouais, je sais pas, je trouve ça chelou, mais ok. Pourquoi pas? Ça vieillit très mal. Ça vit très bien. J'ai rangé il y a pas longtemps mon matériel de proto et j'en ai Ça va retrouvé. fondre et coller un Et peu. c'est ça, Ouais, au bout c'est d'un devenu moment, un peu collant. ça devient les dégueulasse. trucs poussières dont je parlais. Oui, d'accord. Bon, et ça voilà, capte tout le dernière reste. anecdote qui n'a pas grand rapport avec le jeu de société, mais Mais fun. quand même, on sait qu'on en fait des protos. Hein. C'est marrant. Ok, Croc, je t'en remercie vraiment d'être passé nous voir et d'avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir balancé autant de choses, d'anecdotes aussi marrantes. Clairement. Théo, on se retrouve dans 2 semaines. Je sais pas quand est-ce que cette émission sera Moi non plus, c'est dispo, toi, mais elle le sera. c'est toi le gardien des plannings. Et le planning étant très mal géré du coup, ça on le sait. Voilà, on se retrouve dans 2 semaines. Merci à vous, prenez soin de vous. N'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux et le reste. Comme disait Croc, si vous avez des protos qui valent le coup, n'hésitez pas à lui envoyer. Et puis, prenez soin de vous. Ouais, des bisous, à bientôt. À bientôt. Fin de transmission.